Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ni mère ni moins, le podcast qui parle de non-maternité et qui donne la parole à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, par choix ou par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, je vous présente Lorraine. À l'aube de la trentaine, elle a traversé un parcours de vie bouleversant qui fait qu'à ce jour, elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle nous partage son histoire, sa résilience, son profond besoin de partage et de communauté, et cet espoir qui subsiste malgré tout, tourné vers l'avenir. Un échange sincère où l'on parle vrai. Bonne écoute! Merci beaucoup d'accepter d'avoir cette conversation. Bon, je vais dire pour les auditeurs et auditrices qu'on a quand même parlé depuis 1 heure, passé 1 heure, sans avoir mis les micros. Presque dommage, ouais. Il faut que j'apprenne à mettre le micro direct quand tu rentres. C'est vrai, Comme ça, toute l'introduction se fait. Ouais, parce qu'on a quand même dit des trucs super intéressants avant, ouais. Mais du coup, ouais, merci en tout cas de partager ce que tu veux d'ailleurs. Il y a pas de, comme je t'ai dit, il y a pas de liste de questions. Tu peux commencer par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, si tu veux, choisir un peu ce que tu dis sur toi, et ton parcours personnel, professionnel, voilà, ton parcours en tant que femme, on va dire, et aussi vers quoi ça te mène, comment tu vois l'avenir. Et puis tu m'as déjà dit que tu avais des projets assez ambitieux pour Peut-être. 2026, peut-être. Peut-être. Donc tu peux évoquer tout ça aussi si tu veux. Ouais. Et puis la parole est à toi, quoi. Mais merci à toi pour l'opportunité. Je trouve que c'est vraiment un chouette projet. En tout cas, quand j'ai vu l'annonce, je dis pourquoi pas. Je trouve que c'est un sujet qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut en parler, parce que je pense qu'on n'est pas seul à se poser toutes ces questions autour de la maternité, autour de l'avenir, de la santé féminine aussi. Enfin, il y a tellement de choses hyper intéressantes dans ces sujets-là. Et du coup, je trouve que c'est hyper cool. Puis comme ça, ça permet de faire une rencontre aussi, de pouvoir parler, d'avoir d'autres points de vue, d'autres histoires. Merci de m'avoir accueillie. Du coup, moi, en quelques mots, moi, c'est Lorraine. Moi, je viens du Valais depuis bientôt 30 ans maintenant. Et en fait, tu sais, c'est un truc que j'ai entendu dans un de tes podcasts aussi, de quand on est petite, on joue à papa-maman avec les copines, et puis en fait tout le monde dit moi j'aimerais avoir 2 enfants, moi j'aimerais avoir une grande famille, enfin le genre de truc qu'on discute déjà quand on est petite, quand on joue à la poupée ou on jouait à ces petits jeux de papa-maman. Et j'entendais toutes mes copines qui étaient déjà hyper investies à jouer à la poupée, dire mais moi je veux une grande famille, moi je veux ci, je veux 4 enfants. Moi, j'ai jamais ressenti ça, je me suis jamais posé cette question. Enfin, je me suis toujours dit, moi, j'aurais pas d'enfant. Je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à jouer avec mes copines à ce jeu de papa-maman. Vraiment, j'étais pas là-dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est des trucs qu'on en a jamais trop reparlé. Après, t'as l'adolescence. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout Tu le penses moment. tu te poses pas vraiment la question. Voilà, tu joues plus à papa-maman, tu te poses pas la question, ouais. Tu fais tes études, tu sors en boîte avec les copains, les copines. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout d'actualité. Puis même les premiers copains, voilà, c'est pas vraiment là où tu te projettes. Enfin, vraiment, j'ai mis ça vraiment de côté. Et puis en fait, du coup, j'emménage avec mon premier copain à 20 ans. Voilà, il y a ce petit cocon qui se crée, mais on se projette pas non plus. Enfin, c'est pas un truc en mode on se met en ménage pour avoir des enfants plus tard. Enfin, c'était vraiment pas du tout mis sur la table en mode on vit notre vie, on adorait voyager, on faisait plein de trucs, liberté à fond, quoi. Mais je te cache pas qu'il y a tout ce petit parcours. Ok, tu commences à prendre quand même la pilule. Enfin, il y a, tu vois, comme on parlait avant de santé féminine, de dire ok, le lien avec la santé mentale, les hormones, tout ce truc de est-ce que c'est bon, pas bon de prendre la pilule. Enfin, Donc toi, t'as commencé à prendre la pilule aussi vers 20 ans. assez tard, je crois que c'était 18 ans, à partir de 18 ans. Ouais, j'ai quand même attendu 18 ans. Mais j'étais assez contre aussi. Enfin, j'aimais pas trop ce truc pour moi, ça me semblait pas naturel. Mais vu que j'avais un cycle pas du tout régulier, ça allait dans tous les sens, j'avais besoin de mettre un peu un cadre. Du coup, c'était un peu la solution facile, quoi. Et puis malgré que je prenne la pilule, j'ai fait des monstres angoisses de tomber enceinte. En fait, entre mes 18 et mes 20 ans, je sais pas pourquoi, je suis tombée dans une sorte de parano. J'avais vraiment peur de tomber enceinte. Je voyais des femmes enceintes partout. Je sais pas si à l'époque, tu te souviens, sur MTV, il y avait 16 ans et maman. Oui, ouais. Ouais, ce genre de série, mais moi, ça me... Après, elle avait 17 ans. Ouais, 16 ans et enceinte. 16 ans 17 enceinte ans et maman. C'est ça. Et ça, je regardais souvent et c'est en fait, je sais pas, ça me montait trop la tête. Enfin, ça me faisait trop peur. Je voulais trop pas vivre cette vie-là. Et en fait, à mes 20 ans,
je commençais à faire des tests de grossesse hyper souvent. Même en prenant la pilule? Même en prenant la pilule, vraiment, c'était un truc, je suis devenue un peu parano là-dessus, en disant: «Mais en fait, j'ai vraiment pas envie de tomber enceinte» parce que je me projetais déjà dans le fait de si ça m'arrive, je prendrai la solution de l'avortement. Et du coup, pour éviter d'en arriver là, en fait, j'étais déjà flippée à tout faire pour ne jamais tomber enceinte, même si je prenais la pilule et tout ça. Mais tu sais, j'entendais tellement d'histoires sur, ça peut quand même arriver, enfin, il y a quand même des Ouais, le déni de pourcentages, grossesse, ou déni de grossesse, ou il y a des fois où tu oublies de prendre la pilule aussi. Enfin voilà, tu rentres de soirée, le lendemain, enfin voilà, j'étais pas non plus hyper régulière avec ça. Du coup, j'ai commencé à me monter la tête avec ça, vraiment, je crois que c'était l'année de mes 20 ans, quand on avait emménagé ensemble, et en plus en cachette, tu vois? C'est un sujet que on en parlait jamais. Je disais pas ça à mon copain de l'époque. Du coup, en fait, je me suis vraiment mise dans des situations toute seule, là, à faire mes petites tests de grossesse, à avoir peur à chaque fois, à chaque mois où j'avais pas mes règles régulières. Enfin non, mais vraiment, c'est devenu une vraie parano. Bah, je gardais ça un peu pour moi. Et un jour, bah, du coup, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu bizarres. J'avais besoin de faire pipi tout le temps. Je commençais à avoir le ventre gonflé. Je suis là, ça y est. Je suis là, non, merde. Quelle merde, je crois que c'est en train d'arriver. Et du coup, bah, je prends rendez-vous chez la gynéco. Je vais faire ce rendez-vous. Elle fait l'écho et là, elle me dit, en fait, il y a un kyste ovarien, là, un peu chelou. Il faudrait aller faire d'autres examens à l'hôpital. Et du coup, c'est vrai que sur le moment, je me dis, merde, qu'est-ce que j'aurais préféré, en fait? Est-ce que j'aurais préféré être enceinte? Ou est-ce que cette annonce-là était pas un peu pire? Enfin, ouais, c'était vraiment très bizarre comme moment. Du coup, je suis allée à l'hôpital faire des examens. Et puis, du coup, bah, c'est là on me dit qu'il faut faire une biopsie parce que ça a l'air d'être un kyste un peu spécial. Du coup, bref, on enchaîne un peu ces rendez-vous. OK, bah, ouais, opération, biopsie, tout ça. Et puis quelques semaines plus tard, j'apprends que c'est un cancer des ovaires. Et du coup, tu vois, ça remet un peu tout le chemin en question de dire: «Oh, est-ce que peut-être que je l'avais pressenti?» Tu sais, ce truc de faire des tests, de grossesse en cachette. Est-ce que c'est la pilule aussi? En fait, d'où ça vient? Est-ce que c'est un déni de grossesse aussi? En fait, est-ce que le fait d'avoir tellement flippé de tomber enceinte, en fait, j'ai peut-être provoqué ce cancer des Ouais, c'était un ovaires, peu, ou est-ce que ouais. c'était ça? Enfin bref. Mélange de culpabilité, Ouais. de choc, de tout, quoi. Ouais, il y avait vraiment tout, et en fait, il y avait pas beaucoup de réponses parce que, voilà, les médecins savaient pas trop non plus expliquer le pourquoi du comment. Et puis c'est là que, bah, du coup, à cette opération, on m'enlève un ovaire. Bon, bah, sur le moment, on me pose pas trop de questions, tu vois, à 20 ans. Je dis: «Bon, bah, j'ai un deuxième ovaire au cas où je vais avoir des enfants plus tard», mais bon, on n'en parlait pas trop parce que j'étais jeune. Et puis, en fait, on m'avait donné une carte du centre de fertilité si au cas où j'avais des questions. Parce qu'il y avait tout ce truc de si je voulais des enfants plus tard, il fallait congeler les ovocytes. Et en fait, à l'époque, c'était pas pris en charge par la caisse maladie. Du coup, moi, j'ai juste enregistré ça comme info en mode si je veux congeler mes ovocytes, c'est de ma poche. Alors, je peux te dire que l'info, elle est rentrée, elle est ressortie. Ouais, parce que La carte de visite, je sais jamais où elle est, enfin, j'ai jamais su où elle était passée. Puis voilà, mais en fait, à ce moment-là, déjà, il y a aucune information sur la suite, sur ce qui se passe hormonalement dans le corps. Et pour te dire à quel point la désinformation, elle est présente, c'est que moi, je me suis dit: «OK, j'ai un ovaire, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir mes règles une fois sur 2». Tu vois? Donc délire. Et en fait, j'ai du coup découvert que non. Moi, j'étais hyper jeune et pas du tout informée à ce niveau-là. Et du coup, c'était un peu une surprise en mode: «Ah bah, quelle arnaque!» Ouais. Genre merde, je pensais avoir mes règles une fois sur 2, mais non, en fait, je les ai quand même tous les mois, tu vois? Et du coup, j'ai dû mettre un stérilet en cuivre à ce moment-là. Tu as Et dû? ouais, Parce que tu pouvais plus prendre, ouais, il fallait éviter d'hormones? un peu les hormones, tout ça, c'était mieux du coup, stérilet en cuivre. Parce que du coup, c'était parce que les hormones pouvaient favoriser, justement C'est ce qu'ils les pensaient, cancers ouais. ou ouais, ils t'ont C'est dit ça, Bah, ils savaient pas trop, mais du coup, c'était pour éviter. Du coup, ils ont d'accord, préféré OK. mettre, stérilet en cuivre. Du coup, j'ai pas eu trop de soucis avec ça. Je me suis pas posé plus de questions. Bref, je suis rentrée à la maison, j'ai refait ma petite vie normale. Et en fait, c'est 1 année et demie après que du coup, je me retrouve avec un ventre de femme enceinte de nouveau, tu vois? En mode: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Mais vraiment du jour au lendemain, comme un déni de Ah, en un grossesse. jour? Ouais. Ouais, comme ça, je suis rentrée de voyage, j'avais rien du tout. Je rentre de voyage, bam, le ventre, tu sais? Mais vraiment comme, j'avais vu un peu dans ces émissions de déni de grossesse, quoi. Ouais. J'étais là: «Mon Dieu». Du coup, je retourne chez la gynéco et en fait, c'était de nouveau, ce kyste ovarien, d'une taille d'un ballon, tu vois? Enfin, ouais, bref. Mais qui est venu du jour au lendemain? Bah, en fait, Comment ça ça faisait, je pense, 1 année et demie que c'était déjà en train de se développer, mais vu que j'avais aucun symptôme, qu'en fait, il y avait plus du tout de suivi, on m'avait vraiment laissé rentrer à la maison en mode, bah, Ah ouais, normal, quoi. Et puis, en fait, non, ça faisait 1 année et demie que ce truc, se développait donc dans mon t'avais ventre. pas eu de contrôle, après ils t'ont J'avais juste chaque 3 mois, mais en fait, ouais.
La gynéco, je sais pas, elle contrôlait peut-être pas d'une bonne manière, mais du coup, on voyait Elle a pas dit. rien de spécial. Enfin, en tout cas, il y avait rien qui était détecté, tu vois. Ok. Ouais, du coup, c'était un peu la surprise. Et bref, je veux pas rentrer parce que le chemin est assez long, mais ce qui fait que j'ai eu plusieurs récidives ces dernières années. Et du coup, j'ai dû me poser la question sur je fais quoi de mon deuxième ovaire. Du coup, là, j'avais 25 ans. Et puis, à ce moment-là, je me dis, bon, il y a le choix entre la survie et la maternité. Et vu que finalement, j'avais jamais eu ces envies-là, bah, je me dis, bah, autant choisir l'option, on va dire, de la survie. En mode, moi, j'ai envie de guérir, j'ai pas envie de retomber malade. On sait pas si ça a vraiment un impact. Autant tout enlever pour éviter d'autres récidives. Et je pense qu'en fait, on est tellement dans un chemin un peu combat, en mode, ok, on y va, tu vois, guerrière, t'écoutes les médecins, tu fais ce qu'on te dit de faire, tac, 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 quoi, t'y vas. Puis du coup, c'est plus tard où, tu vois, j'arrive vers les 30 ans, j'ai ok, les copines elles commencent à avoir ces projets de bébé et c'est comme si je me réveillais un peu d'un cauchemar ou d'un rêve, Ouais, t'as le rien, mais contre-coup un peu. ouais, il y a un peu le contre-coup de dire ah ouais, mais du coup moi j'ai plus le choix. Enfin c'est plus mon choix. Enfin j'ai pas eu le choix, tu vois. Alors même si j'en voulais pas de base, le fait de plus avoir la possibilité de remettre en question ce choix, bah en fait je me suis prise un peu une claque, tu vois, de contre-coup. Du coup, maintenant, c'est assez ok. Enfin, j'ai quand même essayé d'être accompagnée à ce niveau-là. Donc t'es suivie par un ou une psy? J'en ai Ou bien vu, ouais, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas des sujets qui ont été abordés tout de suite, parce que quand on a été un peu touché dans la santé, c'est qu'en fait, on se focalise un peu sur ce qui est vital, ce qui est important, voilà, la santé. la santé en général, ouais. C'est ça. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est des sujets où tu dis, ouais, je vais traiter ça plus tard, où tu penses pas que c'est sous le tapis, ou que c'est important d'en parler. Du coup, bah, je restais un petit peu seule avec et j'en ai pas vraiment fait un problème. En fait, c'est par vague. Et je pense que il y a quand même un peu un système hormonal qui est en place, malgré que j'ai plus d'ovaires. Et je pense qu'il y a des petites phases comme ça où on se dit, ah bah tiens, pourquoi pas? On voit une femme enceinte, enfin, je vois une femme enceinte, je me dis, ah ouais, pourquoi pas, tu sais, par curiosité aussi. Enfin, tu sais, il y a Ouais, plein de petits trucs comme t'imaginer ça, ouais. mère, par exemple, comment je serais si j'étais mère ou Ouais. des choses comme ça t'est arrivé? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. C'est qu'il y a des fois, tu vois des bébés, oh, mais trop mignon et du coup, je me projette un petit peu là-dedans puis c'est encore un peu ambigu de dire, pour moi, c'est OK. Je me vois pas maman, j'ai jamais senti ce truc en moi, mais il y a ce truc un peu, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça aurait fait ou comment ça aurait été si j'avais pu faire ce choix-là ou ce truc de, et si un jour. T'as un peu une peur que du coup, un jour, une grosse envie te vienne et que là, tu sois beaucoup d'angoisse qui viennent ou? J'ai ressenti 2-3 fois comme ouais, ça m'est venu d'un coup en disant: «Oh, mais en fait, j'aimerais trop quand même avoir une vie, normale». Tu vois, un peu ce truc de société, de petite maison avec, son petit mari, les petits-enfants, enfin, ça vend quand même un petit peu du rêve et je sais pas si c'est une pression justement qu'on se met quand on a un chemin différent, où on se sent aussi un peu seul dans ce chemin, on va dire différent, dans ce rythme de vie, pas comme tout le monde où des fois il y a un peu cette pression de dire: «Ah mais j'aimerais bien en fait être comme tout le monde et avoir une vie un peu comme tout le monde». Ça a l'air cool, ça a l'air tranquille, ça a l'air Ouais, ça a stable, l'air tu sais? plus simple, Ouais, ça a plus l'air plus stable, simple, ouais. ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je me dis que pas du tout. Des fois, j'entends des histoires, je dis: «En fait, ça me donne pas du tout envie, d'avoir des enfants maintenant dans ce monde, dans lequel on est» et en fait, c'est tout le temps une ambivalence et je trouve des fois, c'est un peu fatigant d'être dans cette ambivalence de: «Ah, j'aimerais bien. Ah ouais, non, en fait, non». Du coup, c'est pas très stable, à ce niveau-là et je sais pas si c'est un lien avec, un peu le système hormonal où il y a un peu ces symptômes Bah, prémenstruels t'as ou encore des flux d'hormones, donc je pense que c'est je parce pense que que ça fait ça a pas partie, ouais. changé. T'as toujours tes cycles C'est un peu hormonaux, des cycles fantômes, tu vois? Parce que, du coup, bah, d'avoir plus les ovaires, ça fait que je suis en ménopause. Mais du coup, Ah c'est une OK. ménopause précoce, vu que j'ai 30 ans, et qui a été faite de manière artificielle, du coup, qui est pas naturelle. Du coup, en fait, pendant 4 ans que j'ai plus mes ovaires, disons que j'ai pas eu non plus toute la palette de symptômes de ménopause. Et j'ai l'impression que mon corps de jeune a pu compenser aussi, les sortes de système hormonal. Du coup, c'est comme si j'avais un peu des cycles fantômes, mais plus genre mensuels. C'est plus une fois par mois. J'ai l'impression que j'ai un peu le même cycle, mais sur 3 mois. Du coup, OK. j'ai pu découvrir et d'être à l'écoute un peu de mon corps, de capter OK, j'ai quand même un peu ces remises en question, ces côtés déprimants qu'on a, en SPM et tout. Et alors que j'ai pas mes règles qui viennent confirmer. Du coup, c'est hyper compliqué, en fait, de savoir un peu où je suis dans mon cycle. Du coup, est-ce que tu suis sur un calendrier ou t'as une app, un truc? J'ai essayé.
Mais Ouais, c'est c'est tellement vrai. ça va tellement dans tous les sens qu'après j'ai C'est pas régulier non ouais, plus. c'est pas du tout Ouais. régulier et j'ai un peu lâché, ouais. C'est vrai que j'ai eu un peu la flemme aussi de suivre tout ça, de me dire: «Bon, bah, j'essaie d'écouter au jour le jour». Mais c'était mon copain là, à l'époque, qui me disait: «Ouais, mais» c'est lui qui m'a fait me remarquer qu'en fait, chaque 3 mois, je remettais ma vie en question et qu'il y avait peut-être quelque chose de cyclique qui se passait et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à ça et puis je dis: «Ah ouais, mais en fait, même si j'ai plus mes ovaires, il y a quand même des choses qui se passent». Mais tu vois, à ce moment-là et ça, c'est un peu le coup de gueule que je fais ces derniers temps, de m'intéresser à ce sujet aussi, c'est qu'en fait, personne m'en parle. Moi, j'ai pas du tout été accompagnée du côté, on va dire, oncologique, du côté des médecins ou de la gynéco que je voyais à l'époque, sur en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es en ménopause. Ah, ils t'ont pas du tout, t'ont lâché dans la Ah nature, ouais, ils m'ont lâchée dans la nature, Ah pu en mode: «Bon, bah, tu jeune, enfin ça va aller. Au revoir, merci», tu vois? Et du coup, bah, moi, je croyais que je devenais folle aussi avec ces dépressions ou ces remises en question, ces crises existentielles où d'un coup j'ai des envies de bébé et puis d'un coup pas, enfin alors que tu vois, justement, j'ai pas mes règles qui venaient confirmer un peu, le pourquoi du comment. Et en fait, c'est en discutant du coup avec des femmes en ménopause ou des femmes plus âgées, voilà, que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Je dis: «Ouais, mais en fait, c'est ce que je vis aussi. Ah ouais, moi aussi je vis ça». Et en fait, je suis là: «Ah ouais, mais en fait, c'est des symptômes de la ménopause». Mais mmh personne me le dit, personne m'explique que ça Ouais, vient tu de là. trouvé ça de toi-même par Ben hasard, c'est ça. Du coup, je suis: «Ah, mais en fait, je suis pas si folle que ça». Et j'ai mais c'est fou qu'en 2025, on n'ait pas vraiment d'accompagnement à ce niveau-là, du côté médical ou du côté gynéco, voilà, sur tout ce qui est un peu ménopause précoce, et bah, j'ai rencontré d'autres femmes aussi qui peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles ont eu des cycles réguliers, enfin tout ça, un peu des ménopauses précoces et on leur explique pas tout ça. Puis en fait, on n'est pas du tout accompagné pour essayer de trouver aussi un équilibre dans tout ce qu'on ressent, dans tous ces changements, dans le corps, que c'est lié au mental aussi, ouais, qu'il y a à ce côté fond, ouais. psychologique aussi, ah waouh, bon bah, du coup je là OK, c'est la ménopause, c'est ça, c'est pas que dans ma tête. Ouais, c'est hyper intéressant, mais je trouve ça vraiment, dommage de devoir être toute seule à découvrir ça de mon côté et Mmh un peu sur le tas, tu vois? Donc quand c'est arrivé, toi, tu été soutenue, tu étais encore en couple à ce moment-là, tout le long, parce que du coup, ça a duré sur plusieurs années où tu as eu, notamment d'abord le premier ovaire, Ouais, ensuite c'est revenu quoi, quelques années plus c'est tard? revenu une année et demie après, puis c'est vrai que j'ai fait une récidive chaque année. En fait, ça fait quoi maintenant? 4-5 ans que j'ai plus mes ovaires, mais je continue à faire des récidives et on comprend pas, enfin voilà, ça c'est tout Ou un tu autre dois à chaque sujet, fois te faire réopérer ou? ouais, c'est en fait, vu que j'ai essayé OK. pas mal de traitements, j'ai essayé des chimios, j'ai essayé de la radiothérapie, enfin, un peu tous ces processus, standards que l'oncologie, propose et que ça a quand même pas fonctionné. En fait, la seule solution, c'était d'opérer, c'était d'enlever et je suis partie voyager aussi pour essayer de comprendre, qu'est-ce que je pouvais peut-être faire aussi naturellement, d'essayer, d'autres choses que voilà, que j'ai découvert dans d'autres, cultures, dans d'autres médecines. Mais ça, c'est un truc que maintenant j'essaie de lâcher le côté, contrôle et de compréhension parce que en fait, je vois que je peux rien contrôler et que je comprends pas. Mmh Pour moi, mon corps, il fait ce qu'il a à faire, mais voilà, j'ai pas encore compris et je sais pas si je comprendrai un jour et j'essaie de me lâcher un peu la pression à ce niveau-là. Mais tu vois, d'avoir fait pas mal de recherches là-dedans, je me suis dit: «Est-ce qu'il y a pas une sorte de déni de grossesse aussi là-dedans?» Tu vois, je me suis demandé si j'essayais pas de faire un bébé un peu inconsciemment à travers ce cancer des ovaires, parce que c'est un peu le rôle de l'ovaire, tu vois, de faire des bébés. mh. Et en fait, j'ai observé ces dernières années, quand c'est que je tombais malade et en fait, c'est à chaque fois que je me mettais en couple. Ah ouais? Tu Ouais, et du vu coup, ce ouais, j'ai pu voir un peu un schéma, un cycle se répéter, de dire, dès que je me mets en couple et que c'est un peu stable, genre on emménage ensemble, ouais, il y a un peu ce petit cocon qui se fait, bah là, j'apprends que j'ai une récidive, tu vois? ah c'est fou. C'est assez fou et j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça parce que ça aide pas non plus le le processus et Ouais, ouais, ça m'aide pas à mais guérir non plus, mais je me dis: «Peut-être il y a un truc à ce niveau-là», je sais pas. Du coup, j'essaie vraiment d'essayer de comprendre, de dire: «Mais est-ce que je veux des enfants? Et pourquoi est-ce que mon corps essaie de faire des enfants?» ou je sais pas. Mais c'est hyper mmh intéressant de creuser un petit peu, dans la symbolique aussi de ce que le corps il fait, Et donc là, tu encore régulièrement suivi, médicalement? Ouais, là, Mmh j'essaie un essai clinique d'immunothérapie là depuis cet été. Et pour l'instant, je sais pas encore si ça fonctionne ou pas. Du coup, ça ce sera un contrôle en début d'année qui déterminera si ça fonctionne ou pas. Du coup, j'essaie de pas trop me projeter à ce niveau-là. J'ai laissé tomber un peu voilà, les projections, l'avenir. J'essaye un peu de vivre au jour le jour et puis de profiter, de faire ce que j'ai envie, tout ça. Puis au niveau soutien, psychologique du coup, tu vu un psy ou tu eu un groupe de parole autour, de la maladie ou des choses comme ça que tu été chercher de toi-même ou
Oui, quand même, j'ai dû pas mal chercher par moi-même parce que ici en Valais, il se passe pas grand-chose. Il y a pas grand-chose de mis en place à ce niveau-là, surtout pour les jeunes femmes touchées par un cancer, on va dire, gynécologique. Et du coup, j'ai été chercher pas mal de soutien auprès d'associations plutôt côté canton de Vaud, côté canton de Genève. Il y a les marraines qui existent, il y a pas mal d'assauts qui a été mis en place justement pour accompagner. Et du coup, moi, je me suis hyper mobilisée à ce niveau-là. Du coup, je fais partie de ces assos maintenant et puis je suis à fond pour accompagner aussi d'autres femmes touchées parce que c'est devenu presque une passion en fait ce sujet-là parce qu'on n'en parle pas assez et puis il y a tellement de choses intéressantes qui se passent et il y a un besoin énorme au niveau psychologique, au niveau physique et surtout chez les jeunes femmes avec toutes ces questions de maternité en fait qui sont pas du tout vraiment entendues. Et en tout cas, quand on tombe dans ce processus un peu de maladie gynéco, en tout cas, moi, j'ai eu très peu de soutien à ce niveau-là. J'ai rencontré d'autres femmes aussi qui ont aussi qui ont eu très peu de soutien, mais c'est pas des questions auxquelles on va répondre, où on va être accompagné à se poser les bonnes questions. Ça va être vraiment côté survie, côté santé. Et en fait, c'est plus tard qu'il y a tout le contre-coup de dire « Ah merde, mais est-ce que j'aurais voulu? Est-ce que ça m'aurait plu ?» Enfin, tu vois, ça vient beaucoup par après. Et c'est tous ces petits trucs de deuil, en fait, moi, en tout cas, j'ai dû faire un peu de mon côté. Et heureusement que j'ai rencontré un peu ces assos, j'ai rencontré d'autres femmes avec qui en parler. Je pense que c'est ce qu'il faut, se créer un réseau Ouais, c'est méga important. Moi, c'est ce qui m'a de gens qui ont énormément vécu aidée. la même chose, parce que sinon, c'est vrai que tu peux vite te retrouver seule, même par rapport à, même si t'as un conjoint qui te soutient, ta famille aussi, je sais pas à quel point t'es en communication avec tes parents, ou si t'as des frères et sœurs, ou bien à quel point t'as aussi reçu du soutien jusqu'à une certaine limite où ils peuvent te soutenir, mais ils comprennent pas ce que tu vis. Donc c'est là où se crée un peu où peut se créer le sentiment de solitude, parce que je sais pas justement vis-à-vis de ça. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup été rechercher de l'aide dans des assos, dans des réseaux, mais puis maintenant, grâce aux réseaux sociaux, c'est hyper cool parce qu'on a accès à plein de choses. Il y a plein de podcasts aussi sur des sujets comme ça. Enfin, c'est hyper cool d'avoir accès à tout ça. Mais après, côté amis, famille, j'ai eu, mais comme tu dis, il y a des limites, il y a des choses qu'on pourra pas comprendre, et il y a des choses, on peut pas parler de tout avec tout le monde, ça c'est sûr. Et du coup, rencontrer des femmes qui ont aussi vécu ça, qui se posent les mêmes questions, c'est vraiment agréable, c'est cool. Pas se sentir seule avec toutes ces remises en question existentielles aussi. Je suis heureuse que t'aies pu trouver quand même des groupes de soutien. De parole, de soutien. Enfin, en tout cas, l'association des marraines avec qui je suis pas mal en contact, ça m'a beaucoup aidée. Et puis c'est un truc où je me dis, en fait, je peux pas faire autrement maintenant de développer aussi ce côté réseau parce que c'est super important, quoi. Vu qu'il y en a pas suffisamment et chaque cas est différent, chaque histoire est différente, chaque femme vit ses problématiques aussi et je trouve ça tellement enrichissant aussi de pouvoir partager tout ça, de mettre en réseau tout ça et pouvoir aider celles qui en ont besoin, quoi. Tout en faisant ton propre chemin. Ouais. Franchement, je t'admire, parce que t'arrives à être encore engagée aussi pour les autres, tout en ayant aussi toujours ces questionnements et tout. Je fais du mieux que je peux aussi. Je continuer. Ouais, mais on m'a beaucoup aidée et je peux pas faire autrement que d'être là aussi. Enfin, pour moi, la collectivité, la communauté, c'est hyper important. C'est clair. Et puis professionnellement, t'as été aux études. Et puis professionnellement, donc comment t'as traversé tout ça en étant aux études et professionnellement? Enfin, j'ai dû arrêter plein tu partages ce que tu... t'as dû arrêter tes études ou bien en fait, j'ai essayé plein de choses. Enfin, en fait, c'est vrai que dans le domaine, dans le domaine cancérologie, tout ça, quand il y a des récidives, ça devient comme une maladie chronique. Tu vois, maintenant, on appelle ça une maladie chronique. Et du coup, on commence à comprendre aussi que, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Par exemple, j'ai dû arrêter mes études. Du coup, je me suis beaucoup remise en question en disant, la maladie, elle vient pas pour rien. Moi, j'essaie vraiment de trouver un sens à tout ça, de dire, en fait, c'est que je dois créer la vie qui me correspond. Mon corps, il essaie de me faire passer un message. Du coup, j'ai essayé d'être à l'écoute de ça. Du coup, j'ai essayé, je suis partie en hôtellerie, puis je suis tombée malade. Je dis, ok, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Du coup, j'ai envie d'aller me former en informatique. Du coup, je reprends mes études à la HES en informatique. Je retombe malade. J'ai ok, c'est pas ça. Enfin, je suis tombée un peu dans ce cercle vicieux aussi de trop de compréhension, de trop chercher du sens et de dire ok, c'est pas ça. Bon, du coup, je suis faite pour quoi? C'est quoi mon rêve? Et en fait, je l'ai vécu un peu comme un échec à chaque fois.
Et en fait, à la base, je suis en poète com. Et du coup, après, j'ai repris à travailler en poète com. Mais du coup, j'étais pas heureuse, ça m'allait pas. Je retombe malade. Du coup, tu sais, je fais tout ce lien en disant, bon, c'est que je suis pas heureuse. Du coup, tu vois, il y a toujours un peu cette quête du sens de ma vie. Et j'ai l'impression de pas savoir, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je viens faire sur cette terre. Enfin, tu vois, ça remet vraiment beaucoup de choses en question Ouais, aussi. tout est lié. J'ai l'impression que tout est lié, la ou santé, peut-être tout. pas, en fait. Peut-être que je me prends trop la tête aussi. J'ai rencontré plein de gens qui sont tombés malades et qui se sont pas posé ces milliards de questions que je me suis posé moi. Mais c'est un truc que je sens dans mes tripes, de dire en fait j'ai l'impression que je vais guérir quand je vais trouver ma place, ou je vais créer ma place, ou je vais quand je vais vraiment me sentir bien dans un environnement sain pour moi, tu vois. Enfin, Ouais, j'allais dire exactement ce mot, les tripes. Et moi aussi, je serais plus dans ton sens de dire si tes tripes te disent il y a un lien, faut pas non plus te blâmer d'essayer de trouver un sens. Et puis si t'as dit justement dans cet emploi d'employé de commerce que tu sais que t'étais pas heureuse, là typiquement un peu ça ferme la boucle du sens. Et puis au final, un mal pour un bien. Bon du coup. C'est la vie qui te fait passer des messages d'une manière assez brutale, mais je pense que si tu le sens dans tes tripes, comme tu le dis, je pense qu'il faut l'écouter et puis ça te permet de faire d'autres choses et de créer. Et puis tout ce que t'as fait, c'est pas... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de pas prendre ça comme des échecs et des remises à zéro et de retour à la case départ, mais que t'as pu aussi faire plein de choses. Enfin, t'as exploré. Et je pense que c'est aussi le but, typiquement dans notre vingtaine, même trentaine. Je pense que c'est les meilleures années pour explorer un peu. Ouais, la vie, elle est belle quand même. Enfin, je veux dire, malgré, c'est vrai, tout ce côté dur, souffrance, remise en question. Enfin, voilà, c'est pas tout rose non plus. Mais c'est vrai que ça m'a développé quand même une sacrée force de résilience. Et je me dis, mais en fait, j'ai vécu plein de belles choses aussi. Tu vois, d'être partie, je suis partie 5 mois en Amérique du Sud, explorer un peu ça. J'ai rencontré des personnes géniales. J'ai testé plein de trucs. Et tu vois, il y a ce truc que je me dis, c'est un peu comme si ça me donnait une excuse aussi pour vivre ma vie à fond. Et en fait, je dis OK, c'est chouette, mais en même temps, je dis bon, j'ai quand même des limites. Il faudrait T'as quand besoin même de stabilité. Ouais, c'est ça. Je dis OK, c'est cool. Maintenant, j'aimerais bien quelque chose de plus de plus stable, de plus doux, et de me dire bon, maintenant, il faut vraiment que je mette en matière aussi tout ce que j'ai exploré, tout ce que j'ai appris, de créer vraiment l'environnement qui est sain pour moi. Mais voilà, entre la théorie et la pratique, c'est tout un monde. Et puis voilà, j'essaie maintenant de pas trop me prendre la tête et d'être à l'écoute de mes envies, de mon corps, de mes besoins. Et ça, c'est quelque chose que aussi professionnellement, maintenant, je peux pas faire autre chose qu'être dans ce lien humain. Où du coup, je me suis formée pas mal dans les thérapies alternatives, où je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est régulation du système nerveux, tout ce qui est traumatologie, les blessures de l'âme, enfin voilà, comment accompagner aussi tout ce côté émotionnel, psychologique. Il y a tout le côté alimentation, en fait, on peut faire énormément de choses. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses. Et j'aimerais beaucoup, en tout cas, ça c'est mes projets 2026, de pouvoir vraiment créer aussi des accompagnements assez concrets pour pouvoir aider d'autres personnes. Et en fait, tu vois, ça fait longtemps que j'ai ces projets. Même mon entourage pète un câble parce qu'ils sont toujours c'est quand que tu mets ces projets concrètement. Et ils te mettent la pression, ton un entourage. petit peu. Bon, peut-être que je suis un peu chiante parce que je suis toujours là en train de parler de mes rêves et puis en fait je concrétise rien alors que je suis censée être à fond en mode je sais pas combien de temps je vais rester sur cette terre, comme tout le monde finalement, tu vois. Mais en fait j'en ai pas encore fait grand chose parce que il y avait, et ça j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai vraiment cette croyance de tant que je suis pas guérie, en fait je me sens pas légitime de pouvoir aider aussi les autres et de mettre mes projets concrètement, d'en faire vraiment quelque chose. Ah ouais, en fait c'est vraiment ce truc qui me bloque. Et du coup maintenant j'essaie de quand même avancer dans ces projets sans attendre d'être guérie à 100%. Peut-être parce que du coup je me dis peut-être que je guérirai jamais. Du coup je fais quoi? J'attends que le temps passe. Non, en fait c'est peut-être le moment de vivre et d'expérimenter encore. Et puis en fait c'est un peu ça la vie, quoi. D'essayer, d'expérimenter, d'apprendre, de rencontrer des gens, d'explorer, de vivre finalement sans cette pression de faut tout faire parfaitement, faut attendre d'être guéri, faut attendre d'être prêt. Tu sais, on a toujours ce truc, faut attendre d'être prêt et que tout soit parfait avant de commencer. Ouais, je pense beaucoup de gens, même dans n'importe quel domaine, je pense que beaucoup de gens se disent ça, la peur de l'engagement. Je pense que ça vient aussi de ça, de attendre que tout soit prêt, alors qu'en fait, il y aura jamais tout qui sera parfait. Et puis, on peut faire de belles choses et de grandes choses aussi à notre échelle. Je pense qu'il y a une différence d'échelle aussi de se dire soit tout, soit rien. Et typiquement le perfectionnisme aussi, de se dire si je fais un truc, il faut que ce soit parfait. Ou il faut que ce soit un truc, je sais pas, par exemple ce podcast, que je me dise mais il faut que j'ai tant de personnes, que ce soit un truc régulier, que ce soit un truc que je voie le début, la fin, que ce soit structuré. Et comme je t'ai expliqué, ça fait un truc j'ai aussi repoussé depuis des années. Et puis ensuite j'ai lâché le truc là sur 5-6 mois, j'ai tout lâché.
Puis après, c'est venu comme ça. Puis est-ce que je me sens légitime ou pas? Je ne sais pas. Non, mais tu fais Mais parce ça que vient, t'as en fait, envie. ça vient en faisant. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi et que, en fait, c'est toujours essayer de créer. Un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, de l'artiste qui crée et puis qui est jamais content de son travail. Mais, enfin, il faut continuer de créer. Puis, C'est ça. est-ce qu'on n'aura pas toujours ce syndrome de l'imposteur, tu vois? Parce qu'au final, dans une vie, on fait que d'apprendre tout le temps. Comme t'as dit, toi, t'es passionné aussi par les formations et tout. Donc, Je crois qu'on a c'est jamais trop fini bien. d'apprendre, comme tu dis. Et il y a que, justement, d'essayer de s'entraîner, de vivre, d'expérimenter. Et ça, c'est vrai que je me dis, bon, maintenant, j'essaie de lâcher la théorie. Et puis maintenant, on y va, quoi. D'arrêter d'attendre que ça Ouais. soit parfait, d'arrêter d'attendre que ça soit le bon moment, parce que je crois que c'est jamais le bon moment. Ou alors que c'est tout le temps le bon moment. Et puis on y va. Et je dis, bah là, ça fait 10 ans que je suis, on va dire, un peu dans ce parcours un peu médical. Et je dis, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, j'ai fait ma part, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et si je profitais pour de vrai, tu vois. Et maintenant, d'être OK, enfin, je pense, je sais pas, c'est un peu le cap des 30 ans où je dis, bon, il y a les 30 ans qui arrivent, faut vivre, faut profiter pour de vrai et de lâcher ce truc de remise en question, je veux des enfants, pas des enfants et de dire en fait au jour le jour, qu'est-ce que je veux là maintenant? OK, je veux ça. Bah OK, j'y vais, tu vois. Et c'est vrai que pour revenir un peu dans le sujet de la maternité, d'avoir un peu cette horloge interne quand même un petit peu allumée, bah je dis bah tiens, je vais quand même un peu explorer ce que ça fait en fait d'être en contact avec les enfants parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus peur des enfants qu'autre chose. Depuis, Mais en fait, depuis petite, je crois. depuis Enfin, toujours. ouais, depuis toujours, je m'étais pas rendu compte. Enfin, je repoussais vraiment ça depuis toujours. Où j'entendais un bébé pleurer, je fais oh mon Dieu, quelle horreur, il veut pas se taire. Enfin, j'avais vraiment presque une colère quand les enfants je pouvais pas les entendre, je pouvais pas les supporter. Et en fait, en faisant tout ce chemin aussi, bah voilà, avec ce cancer gynéco, enfin, tu vois, c'est des questions auxquelles je me suis intéressée aussi, de me dire est-ce qu'il y a pas un truc avec mon enfant intérieur aussi? Et du coup, bah je fais un peu tout ce suivi psychologique à travers mon enfance aussi. Enfin voilà, de comprendre aussi ce que j'ai vécu, que ça n'a pas été facile, que ok, il y a des traumas à ce niveau-là. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que j'aille explorer un petit peu la piste des enfants. Je me suis dit, bon, et si j'allais travailler dans une UAPE? Et en fait, j'ai eu vraiment la vie fait bien les choses à côté pas loin de où j'habitais, bah ils recherchaient une surveillante du APE sans OK. forcément avoir besoin Sans sans formation, formation, spécifique. vraiment surveillant sur le temps de midi. Et je dis bah là de toute façon je travaille pas, du coup bah j'ai autant y aller, tu vois. Et du coup bah tout le monde se fout un peu de ma gueule, bah toi les enfants avec quelle arnaque, quelle idée, tu sais, t'as toujours été contre, t'aimes pas ça, puis maintenant tu vas aller travailler avec les enfants. Je fais bah en fait ça fait partie de ma personnalité depuis toujours de quand j'aime pas quelque chose ou il y a quelque chose qui me fait peur, bah, j'ai envie d'aller explorer, j'ai envie de comprendre le pourquoi. Bah, je sens qu'il y a quelque chose derrière et j'ai pas envie d'être bloquée par un truc. Du coup, je fais, bah, je vais voir, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, en fait, je me suis rendu compte que j'étais méga flippée, quoi. En fait, je me suis rendu compte que l'enfant te renvoie tellement un miroir de toi. Et c'est ça que j'avais peur, tu vois. En fait, l'enfant, c'est tellement cash que j'avais tellement peur d'entendre ce genre toi, je t'aime pas, toi, t'es moche, toi, t'es bizarre. Enfin, ce truc Ah ouais. hyper cash. Et je crois que c'est ça qui me faisait peur. Ou cette pression de, est-ce que je vais être appréciée des enfants? Et je pensais pas que ça venait de là, tu vois. Est-ce qu'on va m'aimer, tu vois? Je suis là, waouh, en fait, je reviens tellement loin dans un peu ces blessures d'enfant qui a été rejeté à l'école ou, tu vois, ce truc de lien humain. Et je dis, bah, en fait, l'enfant me renvoie ça en pleine figure, quoi. Et en fait, les semaines ont passé et j'ai commencé à créer des liens avec ces enfants et en fait, j'ai commencé à adorer y aller. Je suis là, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Mais vraiment, c'était trop bizarre. J'apprécie le contact des enfants. Trop bizarre. Vraiment, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, c'était cool. C'était cool de pouvoir guérir aussi un peu ce truc que j'avais au fond de moi, un peu ces peurs et ce truc d'être contre en fait et dire waouh. Et du coup en fait je me suis reconnectée un peu à ce côté enfant intérieur. Ça m'a fait du bien, de jouer avec, d'avoir ce côté un peu léger, insouciant, un truc que je crois que j'ai pas trop connu dans mon enfance. Et c'est un peu comme si tu vois je bouclais une boucle. Enfin ça m'a vraiment fait du bien. C'était vraiment thérapeutique. Mais j'ai aussi compris que j'en voulais pas tous les jours. Tu rentres chez toi le soir, t'es contente d'être C'est au ça. calme. Exactement. Je me suis vraiment rendu compte, j'ai dit, waouh, en fait, la responsabilité que ça d'avoir un enfant, de t'en occuper tous les jours, de l'avoir du matin au soir. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de cette réalité. Je suis là, waouh, c'est pas évident. Tu vois, j'ai vraiment découvert un monde de ce que les mamans elles vivent au quotidien. Je dis, mais Ouais. je crois que j'en serais pas capable. Ou je sais pas si c'est ce truc individualiste, égoïste, ou je sais pas, j'ai pas le mot pour. Mais de dire en fait, mon énergie elle est aussi tellement précieuse et que moi j'adore mes moments de calme, j'adore mes moments de tranquillité aussi. Ce côté aussi liberté de j'ai envie de faire ça quand je veux.
en fait, quand t'as un enfant, tu dois réfléchir à tout ça. Enfin, il y a le côté organisation, il y a le côté, les jours où t'es pas de bonne humeur, l'enfant, il est quand même là, il a rien demandé. Et je crois qu'il y a cette trop responsabilité qui m'est venue et je suis là, oh, mon Dieu. Non, je crois que c'est pas fait. Ouais. Ça a confirmé un petit peu le fait que c'était ok en fait de pas en vouloir. Alors je suis un peu déçue justement d'être passée par cette case de j'ai pas eu le choix. J'aurais préféré me dire tu vois c'est moi qui décide que non. Mais bon ça a fait partie du chemin. Et c'est que pour l'anecdote franchement je me suis fait un peu recaler dans cette UAPE parce que j'ai commencé à avoir trop de liens avec les enfants. On Ah m'appréciait ouais? trop, on me demandait tout le temps après moi et du coup ça a créé une sorte de petit conflit avec les autres surveillantes et en fait il y a un peu ce cadre professionnel où voilà je devais faire attention de pas être trop copain avec les enfants. J'étais là, waouh mais c'est le monde à l'envers, Ouais. tu sais moi qui étais contre tout ça et là je me fais un peu engueuler par la direction parce que j'ai créé trop de liens avec les enfants. J'étais là bon ok ça c'est guéri tu sais genre check ça c'est fait. Ouais, bon, c'était une bonne expérience, du coup, ça t'a apporté à toi quand même, ouais, comme t'as dit, et autant reconnecter avec ton enfant intérieur, les blessures que t'avais peut-être pas guéries, explorer un peu ta relation Ouais. avec les enfants, et C'est ça. aussi te faire te rendre compte que c'était peut-être un bon truc de pas en avoir. Ouais, ça a confirmé un peu le Ouais. processus de deuil aussi, de dire en fait c'est ok. Tu vois. Je pense que c'est une bonne chose aussi de manière générale que les gens ont peut-être pas toujours avant d'avoir des enfants. Ça peut aller dans l'autre sens. Moi, je pense que tous les gens, avant d'avoir des enfants, devraient Faire un stage. faire l'expérience d'avoir des enfants. Moi, j'ai Oui. fait des gardes d'enfants très bas âge, donc 0 à 1 an. J'ai fait 4, 7 ans. Aussi, j'ai fait du babysitting un peu. Alors que, pareil que toi, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec des enfants alors que t'en veux pas et puis que j'ai jamais trop apprécié les enfants. Eux, ils m'adorent. Je sais pas pourquoi. Ils Ouais, sont c'est toujours fou, hein. attirés par Ouais. moi dans un wagon de train. Pour l'anecdote, pendant le Covid, il y avait les trains assez vides, tu vois. Et puis on avait tous les masques, machin. Et j'étais dans un wagon vide. Et il y a un père qui rentre avec ses 2 enfants dans le wagon. Ils viennent vraiment dans le bloc à côté de moi, alors que le wagon était vide. Tu vois, et je me disais, mais c'est pas possible. Des enfants, ils avaient peut-être 4-5 ans, tu vois. Puis j'ai fait des remplacements scolaires aussi avec Enfin, j'ai vu un peu tout le panel des enfants. Et j'ai fait des camps de vacances avec des enfants. Où là, je me suis rendu compte que les enfants en camp de vacances, quand ils font du sport à l'extérieur et qu'ils font des trucs qu'ils aiment bien, ils sont aussi un peu plus cool. Du coup, ça m'a aussi réconcilié un peu avec le fait que les enfants, c'est pas non plus tous C'est pas là que pour pleurer. c'est pas tous, voilà. Il y en a que ça va. Et puis, tu peux aussi, ouais, justement, créer des liens. Donc, j'ai bien aimé avoir cette expérience aussi. Mais pareil que toi, voilà. J'ai fait un remplacement scolaire sur 1 mois, presque à temps plein, 4 jours sur 5, je crois. J'en rêvais la nuit de ces enfants. Donc, je peux te dire qu'à la fin du mois, je me suis fait un peu de sous, c'était bien. Non, je suis contente d'avoir fini. Mes profs, ouais, c'est encore autre chose parce que t'as plus d'élèves, machin, puis t'as des cours à donner, c'est encore une autre charge mentale, j'imagine, vu qu'il y a des profs qui ont des enfants aussi. Oui, en plus. Donc, ouais. Si j'ai je me dis, vraiment- si tu veux des enfants, je pense que tu dois quand même vouloir des enfants ou et vraiment aimer les enfants. C'est revenu un peu aussi dans certaines discussions que j'ai eues précédentes où il y avait justement parfois des envies d'enfants ou parfois t'es avec une personne qui te donne un peu ouais, tu te dis ah oui, je suis avec une personne et puis on pourrait faire ce projet de nanani. Et puis après t'as des petits rappels qui te font dire non. Pour avoir des enfants, faut quand même vraiment le vouloir. Ouais, mais Après, c'est pas trop très de conscience? individuel. Ouais, justement, C'est parce très qu'il y a plein de gens qui se individuel. posent pas ces questions-là, justement. Ouais. Et des fois, je vois l'état de certaines familles où c'est malheureux. C'est vrai, il y a des choses vraiment qui se passent où c'est malheureux, où l'enfant a rien demandé, où moi j'ai vraiment été en contact, oui, quand il y a de la violence, où il y a des abandons, il y a des enfants placés. Enfin, moi ça m'a créé quand même un peu une injustice de dire, je crois que j'ai quand même ce côté maternel. Enfin, que j'ai en tout cas découvert avec ces expériences aussi. J'ai fait pas mal de babysitting, j'étais aussi dans un camp de vacances pour voir ce que ça faisait. Enfin, il y a quand même ce truc de dire ouais, je pense que j'aurais quand même été une super maman. Il y avait ce côté un peu naturel, tu vois, de materner, de prendre soin. Et du coup, je peux pas en faire naturellement. Et il y a des gens qui font plein d'enfants et qui sont pas présents ou c'est conflictuel, il y a des traumas, il y a de la violence, il y a de l'alcool. Enfin, il y a tout ce truc un peu injuste de dire mais des pauvres gamins, il y en a plein qui souffrent et ils ont rien demandé non plus.
moi, ça m'a créé un peu cette injustice, un peu cette colère de dire, mais c'est un peu mal fait quand même. Genre, j'aurais fait de mon mieux et puis je peux Ouais. pas. Et puis il y a des gens qui ont pas du tout cet instinct maternel, cet instinct assez conscient et responsable de faire ce choix de faire des enfants et d'en prendre soin. Ça m'a créé un peu tout ça. Et j'étais là, waouh. J'ai vraiment découvert tout ce qu'il y avait aussi, ouais, dans l'envers du décor de ce que c'était d'avoir des enfants. Et bien sûr, voilà, j'en ai pas complètement. Du coup, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui en a vraiment, qui vit tous les jours. Et moi, j'ai toujours admiré les gens qui faisaient de leur mieux. Et puis, il y a des super familles et des super parents. Ça, c'est heureusement, c'est génial. Mais ouais, c'est un sacré challenge, c'est une sacrée mission. Et je suis admirative aussi pour tous ces parents qui font de leur mieux pour prendre soin d'autres êtres humains. Mais ouais, je me dis peut-être aussi trop de conscience, trop de responsabilité. Je me serais trop mis la pression parce que j'aurais trop été aussi une maman poule, une maman anxieuse. Ouais, je sais pas. Des fois, j'essaie de m'imaginer comment j'aurais été dans une autre vie maman. Et des fois, c'est rigolo. Et tu sais, c'est un truc aussi que je voulais partager dans ce podcast aussi. En tout cas, quand j'ai appris que je pouvais pas faire d'enfant, enfin, il y avait ce choix. Je me dis, super, j'ai déjà une vie différente, pas comme monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, il faut me trouver, enfin, j'aimerais trouver quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a quand même cette projection de relation de couple. Enfin, voilà, de vouloir trouver quelqu'un avec qui partager sa vie et tout. Dire, ok, bon, maintenant, il faut trouver quelqu'un qui est aussi d'accord de pas avoir d'enfant, qui en veut pas. Et en fait, ça m'a mis une méga pression de dire, c'est déjà compliqué de faire des rencontres, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Et là, il y a encore, en fait, ce facteur qui me dit, en fait, je pars de plus loin. Je sais pas comment dire. Enfin, comme ce truc, ça allait être encore plus compliqué de trouver quelqu'un qui veut pas T'as la d'enfant barre aussi. encore plus Ouais, haut, voilà, c'est ça. Et en fait, depuis, j'ai rencontré que des hommes qui veulent pas d'enfants. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai rencontré, genre, en tout cas, deux hommes ces 10 dernières années, que pour eux, c'était clair depuis petit aussi, ce truc de je veux pas d'enfant. Ah bah tu vois, Et je me suis dit, ah bah, finalement, en fait, je suis pas toute seule dans le même délire. Et c'est devenu, je dis pas normal, mais c'est assez courant. Il y a aussi des hommes qui veulent pas d'enfants et que c'est ok. Et en fait, ça me péjore pas dans la relation. Du coup, ça m'a fait ça m'a fait la paix aussi avec ça, me dire ok. Ouais. Et après, je me suis dit bon, puis même rencontrer quelqu'un plus tard qui a déjà des enfants, bah pourquoi pas. Tu vois, en fait, je me suis posé un milliard de questions aussi de dire est-ce que Tous les j'accepterais. scénarios. Ouais, j'ai vraiment fait tous les scénarios. C'est drôle la vie, vraiment. J'ai ok, c'est bon en fait. Il y a des hommes qui veulent pas d'enfants et que c'est ok aussi. Et ça lâche aussi cette pression de dire bon ben est-ce que la relation peut tenir aussi s'il y a pas d'enfants. Est-ce que ça, si c'est le projet de l'un et c'est pas le projet de l'autre, voilà, ça crée des conflits. Puis finalement, je me dis bon, ça va, la vie fait bien les choses. Ça a pas l'air d'être si compliqué maintenant, à l'heure actuelle, de rencontrer des gens qui ont pas d'enfants, qui en veulent pas aussi. Ouais, j'ai pu faire pas mal la paix avec plein de choses ces dernières années quand même. Bah tant ce mieux, niveau-là. je suis heureuse de le savoir. J'avais encore cette question là par rapport à l'UAPE. Du coup, ça c'était un job que t'as fait à durée déterminée ou bien tu fais encore ça maintenant ou bien c'était un truc temporaire et puis maintenant tu fais autre chose niveau professionnel? C'était indéterminé, c'était vraiment, j'étais engagée pour l'année scolaire quand il y avait besoin. Du coup, j'avais 2-3 midis par-ci par-là. Ouais, ça a duré quoi? 1 année et demie, jusqu'à ce que j'apprenne, justement que je suis retombée malade. Du coup, j'ai dû repasser un peu cette case d'opération, tout ça. Du coup, j'ai dû mettre ça un peu de côté. Et puis, du coup, après, je me suis séparée de mon copain où j'étais là, à côté de cette UAPE. Du coup, vu que j'ai déménagé, du coup, j'ai arrêté aussi de travailler à cet endroit-là. Mais en fait, je me suis dit que j'avais toujours envie de garder un lien avec les enfants. Du coup, j'ai essayé aussi, l'été passé, j'ai fait une semaine de camp de vacances aussi. Je dis, pourquoi pas aussi pour se faire des sous. Puis je me dis, c'est bon enfant aussi. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était cool. Comme t'as dit avant aussi, ils sont dans un autre cadre. Du coup, en fait, tu fais des trucs cool. Du coup, l'enfant est cool aussi. Et puis maintenant, je fais du soutien scolaire. J'ai 2 familles avec qui je fais du soutien scolaire. Et puis un peu de babysitting aussi à côté. Ok, donc en lien avec les enfants. Ouais, en fait, j'ai envie de garder ça. Ça me Ouais. ramène aussi un peu à ce truc léger, à ce côté un peu vivant, quoi. Enfin, le truc de pas cette vie trop sérieuse d'adulte. Enfin, pour moi, ça me fait du bien de garder les enfants quand même dans ma vie. Et c'est ponctuel. Je rentre à la maison, après ils sont, après, je retrouve ma vie normale. Ouais, Mais voilà, carrément. j'ai toujours un peu ces moments où je suis avec des enfants, où c'est cool. J'ai un peu ce rôle de la tata cool, quoi.
Et en fait, c'est parfait. Je trouve que c'est un bon rôle. Meilleur rôle, ouais. Moi, je trouve que c'est le meilleur rôle. T'es là pour les bons moments, voilà, tu t'amuses, tu fais des trucs cool, et puis j'ai l'impression que l'enfant, il se met moins de pression aussi. Enfin, il est plus tranquille avec, enfin, voilà, on peut parler de trucs un peu plus légers aussi, que peut-être avec papa, maman, c'est pas la même chose. Puis après, tu rentres à la maison, puis j'ai ma vie normale. Du coup, maintenant, je me vois pas ne rien faire avec les enfants. Ça me fait du bien de les garder. Voilà. Que ça soit du soutien scolaire, du babysitting ou, des fois, j'ai envie d'explorer aussi le truc un peu plus loin. J'ai envie de voyager, d'aller, je sais pas, explorer un peu ce côté associatif aussi pour aider les enfants, dans les orphelinats. Enfin, tu vois, maintenant, j'ai ouvert la porte à ça. Je dis, en fait, il y a plein de choses à faire. Et je trouve c'est cool. Ça permet aussi, ouais, il y a pas de pression. Il y a une liberté d'action et il y a tellement d'opportunités dans cette vie de dire, en fait, voilà, c'est pas parce que moi je peux pas faire d'enfant que, en fait, je peux pas faire autre chose. Et en fait, il y a 1 milliard de trucs. J'ai pensé à ça la semaine passée. J'ai dit, j'aimerais trop essayer, tu sais, de faire maman kangourou. Tu sais, il y a ce truc de peau à peau pour les enfants prématurés ou les enfants qui naissent dans des circonstances, on va dire, compliquées, qui ont été abandonnés. Il y a tout un service où en fait il y a des bénévoles qui peuvent venir câliner les bébés et faire du pot à pot en fait pour créer un peu le lien sécure de l'enfant. Enfin bref, j'ai vu un reportage là-dessus il y a pas très longtemps. J'ai jamais entendu parler Ouais, de ça ça. s'appelle les mamans kangourous. Enfin, c'est très connu aux États-Unis. Et j'ai dit, je vais regarder dans le coin, ou je vais regarder pour essayer de faire ça. Voilà, pour explorer aussi un peu ce côté poupon, tu sais, petit bébé pour prendre soin. Enfin voilà, je sais mais que t'aurais pas peur que ça te remette un peu des angoisses de tout d'un coup avoir un choc j'aimerais trop. t'as pas un peu Ouais, peur c'est de vrai que ça? je me suis posé la question, mais je pense que c'est tellement ok que il y a tellement de manières de pouvoir materner. Ah, c'est plus une manière de comme t'as dit, materner, donner. Ouais, que forcément, Je vois ce que tu veux je dire. voudrais pas. Franchement, ça, Ouais. maintenant, c'est vraiment ok. Avoir un enfant toute ma vie, genre le mien, enfin, déjà, j'aime pas trop ce côté possession, mais de dire, ok, c'est mon enfant, c'est ok. Ça me va Ok, c'est pas dans donc ce cette serait vie. plus dans le sens de l'énergie que tu mets pas à Ouais. avoir ton enfant, parce que c'est un sujet qui revient aussi tout le temps, c'est toute l'énergie, le temps, l'investissement au niveau émotionnel, financier, tout, d'avoir son propre enfant, comme tu dis, toute cette énergie que tu donnes pas si t'as pas d'enfant. Enfin, tu peux la mettre ailleurs, et c'est une énergie folle, vu que ça te prend tout ton temps. En tout cas, Et que c'est H24 sincère. pendant 20 ans au minimum. Mais ouais, que du coup, tu peux mettre Ouais. cette énergie. Là où il y a besoin et dans ce truc sans pression, tu vois, parce que j'ai l'impression que, ouais, voilà, si j'avais été maman ou avoir un enfant, je crois que je me mettrais beaucoup trop la pression. Et je suis en contact avec plein de familles qui ont des enfants. En fait, entre le travail, enfin voilà, la vie normale dans cette société, en fait, il y a très peu de temps où ils sont avec les enfants. Puis quand ils sont avec les enfants, il faut faire les devoirs, il faut faire le souper. En fait, il y a très peu de moments légers aussi où tu peux créer ce lien enfant-parent. Ok, t'as l'éducation, faut être là aussi, tu vois, pour l'éducation en tant que parent, tout ça. Et je dis, mais en fait, ça m'enlève toute cette charge mentale et cette pression d'éducation, d'élever cet enfant et tout ça. De dire, en fait, je suis juste là pour donner de l'amour. Et ça me va. D'être juste dans cette énergie-là, parce que je crois qu'on en a vraiment tous besoin, que tous les enfants en ont besoin, et qu'il y a trop d'enfants qui ont pas cette chance-là. Et tu te dis, ok, et moi, ça me va, en fait, d'avoir que ça, de faire que ça. Alors, j'en ferai pas, enfin voilà, j'en ferai pas à H24, mais de dire, vu que j'ai cet élan du cœur, enfin, c'est un truc que j'ai envie, parce que ça me fait du bien aussi, et je sais que ça fera que du bien, je fais ma part des choses. Et je trouve ça beau, enfin, peut-être par moment, je vais ressentir en mode, ah ouais, c'est vrai que ça aurait été cool. Mais si tu continues dans ce truc du coup, t'aimerais continuer les soutiens scolaires et puis là-dedans ou... Pour l'instant, jusqu'à, je sais vraiment, j'essaie de pas trop me projeter, j'essaie vraiment de créer ma propre vie, ma propre règle. Enfin, toute ma vie, j'essaie de ressembler à monsieur, madame, tout le monde, à rentrer dans le cadre, à rentrer dans le moule, à être comme tout le monde. Et là, ces derniers temps, je me dis, en fait, il faut que je me lâche cette pression, et il y a pas de juste, il y a pas de faux, il y a pas de de cases à cocher, ou il y a pas de trucs à faire comme tout le monde. Et d'être juste à l'écoute de, ok, j'ai envie de faire encore du soutien scolaire, ok, je le fais jusqu'à ce que j'ai plus envie de le faire, jusqu'à ce que la vie mette d'autres opportunités ou d'autres choses à vivre. Tu vois, c'est très récent, hein, toutes ces remises un peu en question, mais je me dis un peu pour 2026 justement, de vraiment d'incarner ça le plus possible dans ma vie. Dire, ok, maintenant j'accepte de sortir de ce chemin de vie, on va dire, toute droite comme monsieur, madame, tout le monde. Du coup, ça me lâche cette pression de me dire, en fait, maintenant je peux la créer comme je veux.
sans être tout le temps dans cette comparaison. Parce que moi, je suis Ouais. tombée énormément dans cette comparaison et ce truc, ouais, quand tu vois un peu les copines qui sont mariées, des enfants, t'es: «Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air cool». Je dis: «Mais en fait, est-ce que vraiment ça me plairait? Je sais pas». Bon. Ça, du coup, au niveau de tes amis et tout, ils sont tous un peu dans ce schéma classique, relation future, J'ai maison, vraiment les 2. chien. Ouais, j'ai un peu les 2. Du coup, c'est cool et ouais, d'accepter juste, ouais, chacun sa vie, en fait, finalement. J'ai pas besoin d'essayer d'avoir, la même vie que tout le monde. Donc t'as des amis qui sont aussi encore célibataires. Oui. Et tu te dis Puis les c'est vrai que, deux. bah, du coup, Ouais. avec ce chemin, j'ai rencontré pas mal de femmes aussi qui ont eu des soucis au niveau gynéco, qui ont pas d'enfants. Et du coup, c'est rassurant de se dire: «OK, c'est cool». En fait, elles sont aussi très heureuses et Mhm. c'est OK et dire: «Bah, voilà». En fait, ça lâche cette pression de dire, «Il faut des enfants pour être heureux». Dire: «Non, en fait, il y a plein de chemins possibles» et de dire: «Bah, en fait, ces chemins-là sont cool aussi et si c'est plus aligné et authentique avec qui je suis, bah, c'est tout bénef, quoi». Pourquoi se forcer à faire un truc qui finalement peut-être me correspond pas? Ou peut-être et puis en fait, j'en sais rien, tu vois? Je dis: «Bah, pour l'instant, ma vie, c'est comme ça». J'ai pas une boule de cristal pour savoir comment ça va être dans 10 ans ou comment ça aurait été si j'avais eu des enfants. Est-ce que j'aurais été heureuse ou pas? J'en sais rien. Du coup, j'essaie vraiment de lâcher cette pression, ce truc, où il faut tout que ça soit parfait, il faut suivre le rythme et du coup, bah, d'accepter ça fait que je rencontre des femmes aussi, bah, par exemple, bah, comme toi, tu vois? C'est aussi je te connaissais pas avant, on dit: «Bah, OK, bah, je suis pas seule, on a presque le même âge avec à peu près les mêmes idées, les mêmes, ouais, ces mêmes remises en question». Dire: «Bah, c'est cool, bah, je suis pas toute seule dans Mhm. dans tout C'est le ça». but de mon podcast aussi, de montrer Ça, ouais. le vécu des femmes aussi, tu vois, majoritairement qui sont proches de la ménopause aussi, du coup qui peuvent avoir le recul sur leur vécu. Et Ouais. ce que je recherche aussi, bah, pour moi d'abord, pour me rassurer aussi, puis pour ouais, ce truc de pression, de à un moment donné, ouais, comme tu dis, t'acceptes aussi que chacun fait son bout de C'est ça, que c'est chemin et différent, puis qu'on ait des vies différentes, mais quand on cherche un petit peu, moi c'est aussi mon envie de visibiliser un peu ces récits qu'on voit pas trop, qui sortent du cadre un peu classique, qui sont pas trop médiatisés. Tu vois, il y a beaucoup de podcasts sur la maternité par exemple, mais sur la non-maternité, ouais, c'est vrai. bah du coup c'est venu là aussi de lancer un podcast. Pourquoi un podcast? Parce que justement, j'avais vu qu'il y en avait un bon, qui a changé de nom, mais ça s'appelait le Tourbillon. Et puis c'est typiquement une femme qui va à la rencontre d'autres femmes pour parler de histoires de maternité, alors positif comme négatif. Il y a eu le déni de grossesse, il y a eu les Mmh. triplés, il y a eu tous les scénarios possibles et imaginables. Enfin, avortement, il y a eu vraiment tout plein de trucs. Et c'est marrant parce que j'ai eu aussi cette phase où je me suis intéressée où j'ai écouté ce podcast, donc quelqu'un qui ne veut pas d'enfant qui écoute ça. Mais c'était tout dans cette phase de crise existentielle où j'avais cette pression de mon ex. Et j'étais comme toi aussi, je voyais des poussettes partout, des femmes enceintes. En plus, j'étais à Lausanne à l'époque, donc il y avait Encore plus de monde. beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de tout, quoi. Et je me disais, oh mon Dieu, puis je devenais aussi un peu hargneuse. Ah, Burk, les bébés, ah, tiens. Puis j'ai eu cette période de crise, justement. Ou après, à un moment donné, c'est ma mère qui m'a dit, mais arrête, tu deviens folle, tu te rends folle, c'est toi qui te mets Mmh. la pression. Et puis après, ça m'a un peu calmée. Et puis c'est là aussi, j'ai eu envie de me dire, ben voilà, il faut que je me mette aussi à la recherche de femmes qui ont des histoires différentes Et aussi positive, quoi. et C'est ça, c'est moi je positives, trouve que ouais. c'est hyper rassurant. Moi, c'est ce que j'avais besoin aussi, c'est d'être rassurée que ça peut être cool aussi. Enfin, Ouais. justement, que la vie sans enfant, peut être tout aussi, chouette, agréable et c'est pas comme si t'avais échoué à quelque part ou si t'avais loupé quelque chose. Comme tu disais avant, ce côté, bah, toute l'énergie que tu mets là, en fait, on peut le mettre ailleurs. Et nous, en tant que femmes, on a cette énergie de création, de créativité. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, propre à nous, hein, biologiquement parlant. Et ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit. Bah, du coup, vu que tu peux pas mettre cette énergie pour créer un bébé, bah, en fait, tu peux mettre cette énergie pour créer ce que tu veux, créer un projet, créer une entreprise, créer ce que tu veux, parce que l'énergie de création, elle est quand même là, elle fait quand même partie, on va dire, de nos Mhm. cellules. Et du coup, des fois, je me dis, j'essaie de faire ce sens-là avec la maladie aussi, qui revient à chaque fois de dire, mais là, mon corps essaie de créer quelque chose. Et du coup, est-ce que ça me pousse pas aussi à devoir créer quelque chose? OK, De bah, se je dire, c'est crée une pas un bébé. impulsion Ouais. pour faire quelque chose de Parce que c'est la vie nouveau. qui fait ça, tu vois? Ouais. Les ovaires, c'est vraiment cette énergie de création et j'ai l'impression que tant que je crée pas quelque chose de concret, bah, mon corps, il compense ça, cette énergie de création. Du coup, ça c'est ce truc, peut-être qu'il crée un bébé, mais enfin, il y a quand même ce truc de il crée quelque chose. Ouais, En c'est plus, vrai. vraiment, c'est un délire parce que cette maladie, elle est silencieuse et en fait, elle pousse vraiment comme un bébé.
en fait, elle m'attaque pas mes cellules, elle me fait pas de mal. C'est ça qui est un peu compliqué des fois à gérer, parce que c'est vraiment un cancer invisible, on va dire, qui me met pas vraiment en danger. Tu vois, c'est tout ce côté un peu traitement médicaux. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour de la maladie qui est plus dangereuse pour moi et qui m'a créé plus de problèmes que la maladie en elle-même. Ok. C'est un délire. Et je suis là, waouh, ok, du coup, en fait, vraiment, ce truc, il se développe comme, ouais, il se développe tout seul dans mon ventre, comme ça, sans me faire de mal. Tu sais, c'est Comme le bébé qui grandit, comme un mais t'as bébé. des effets secondaires de merde, vomissements, Voilà, moi, j'ai fièvre, même pas ça. machin. Tu vois, vraiment, j'avais juste, bah, ouais, juste ce truc qui prend de la place dans mon ventre qu'on a enlevé à chaque fois. Et c'est pour ça que je dis, mais même si ça fait 10 ans, tu vois, c'est parce que voilà, la vie fait que, et puis j'ai vécu plein d'autres trucs, mais j'ai jamais réussi à matérialiser en fait cette énergie de création. Et là, du coup, pour 2026, t'arrives un peu à dessiner quelque chose dans la création, justement, comme t'as dit, une entreprise ou peut-être un podcast, tu m'avais dit, peut-être Ouais. c'était dans l'idée. Est-ce Ouais, que bah, du t'arrives coup, à c'est ça. dessiner un peu les grandes lignes Bah, j'aimerais bien démarrer comme ça, en tout cas, les projets 2026, ce sera vraiment cette idée de podcast. C'est parce que aussi, ça fait, je crois, 3 ans que j'ai envie de le faire. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, puis que je ne m'autorise pas à le faire parce que j'étais malade, parce qu'il faut guérir, parce que c'est pas le moment, parce qu'en fait, je me dis pourquoi commencer quelque chose si finalement je vais mourir l'année prochaine. Enfin, tu sais, il y avait tout ce truc un peu cercle vicieux finalement qui m'empêchait d'avancer, qui est hyper fort. Enfin, c'est une sorte de contrôle, tu vois, même inconsciente. De dire, bah ouais, attends, peut-être tu vas mourir l'année prochaine, alors pourquoi en fait démarrer un projet? Et maintenant, je commence à me rendre compte de tout ça et de dire, bah en fait, c'est la vie de tout le monde. On va tous mourir un jour. Du coup, pourquoi on s'empêcherait de vivre des trucs? Tout le monde a créé une entreprise, même si la personne, elle sait qu'elle va de toute façon mourir un jour. Du coup, ça m'a lâché un peu cette pression de dire, en fait, même si je meurs l'année prochaine, je vais pas attendre là à rien faire. Donc, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer pour de vrai? Puis même si c'est nul et même si en fait il y a pas de résultat, en fait, de dire en fait je m'en fiche, j'ai envie de créer un podcast aussi, bah allez, faisons-le juste parce que j'ai envie de le faire. Et aussi, bah, je suis une grande pipelette et que j'ai plein de choses à raconter aussi de ces 10 dernières années. Et du coup, je dis, bah, en fait, j'ai trop de choses à dire. Du coup, bah, vas-y, je vais créer ce podcast. Du coup, ouais, c'est aussi en cours de création pour ce début d'année. Et ces trucs d'accompagnement aussi, où je suis en train de faire un peu mon site internet. Il y a un peu je suis dans ce côté aussi, bah, d'identité visuelle. Tu vois, il y a ce côté un peu création qui est en Ouais. train de se mettre en place. Du coup, et ça me fait du bien. Bah, du coup, je me concentre aussi sur autre chose. Et je dis, bah, guéri ou pas guéri, je sais pas où j'en serai dans 6 mois, mais pour l'instant, j'ai envie de le faire. Du coup, je le fais. Du coup, c'est un peu, voilà, ces projets pour ces prochains mois. On verra où ça me mène, mais j'ai envie d'ouvrir la parole là-dessus. J'ai envie d'accompagner d'autres personnes. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes, de vivre d'autres expériences dans la vie, on va dire réelle, autre que dans ma tête et dans mes formations et dans tout ce côté un peu théorique. Mais tout va ressortir dans tes projets, en tout cas. Comme on disait tout Je- à l'heure, à un moment donné, un moment voulu, et t'auras, tac, un truc que t'auras appris qui reviendra, tac. Puis pas C'est forcément ça. tout d'un coup, tout de suite dans le même truc, mais Ouais. je suis sûre qu'avec tu donnes l'impulsion et puis sans trop se mettre de pression. Hein. Tu te dis, c'est l'hiver, c'est aussi bien pour faire germer les trucs, l'hiver, Mhm. tu sais. Tous En nos tout cas, les parcours. femmes que j'ai rencontrées qui n'ont pas eu cette énergie maman, enfin qui n'ont pas eu cette chance de vivre, enfin tu vois, en plus on utilise le mot chance, comme si c'était une chance de vivre aussi la maternité. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs qu'on se rend pas compte dans ce côté inconscient, dans ce côté éducation, dans ce côté où on a été un peu formaté. Pourquoi en fait c'est une chance? Pourquoi tu vois, il y a tout ce truc, du coup ça veut dire que c'est pas de chance de pas avoir des enfants, non. Tu vas te dire, en fait, non, remettons les choses à zéro. Et je dis, mais en fait, tout est une chance, enfant ou pas enfant. Enfin, ce truc de réussite, faudra lâcher aussi un peu cette projection parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout juste de le voir ça comme ça. Mais justement, j'ai une copine aussi, elle a eu tout un parcours PMA pour essayer d'avoir des enfants pendant 7 ans, puis ça a pas marché, puis bon bref, elle a dû faire ce deuil parce qu'elle voulait vraiment, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il y a des limites aussi, puis elle s'est rendue compte que bon, faut arrêter de forcer les choses aussi quand ça veut pas. Puis bah justement, jusqu'à quel prix t'essayes de faire les choses pour tomber enceinte. Enfin voilà, il y a tout ce truc aussi de pression de vouloir à tout prix, mais dans quoi tu te fous aussi, c'est pour en arriver là. Et aujourd'hui, c'est complètement ok pour elle. Et mais il y a aussi des rechutes, tu vois, puis des fois on discute. Puis c'est cool de pouvoir ouais, comme tu dis, bah de créer des liens comme ça aussi pour dire bah je pense que ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre biologie de femme aussi, voilà, dans ce qu'on traverse, d'avoir ces petits moments de dire ah ouais, c'est vrai que quand je vois un bébé, ça me fait encore un petit truc et en fait, c'est OK.
Et comme tu as dit avant, on va pas se blâmer pour ça et on n'est pas là en train de s'auto-flageller et de tout remettre en question à chaque fois qu'il y a ces petites rechutes, ces petites envies et de juste accepter que c'est comme ça et que c'est la vie et que c'est OK et que c'est beau aussi, en fait, finalement, de ressentir ça. Parce que ça fait partie aussi de notre biologie et que ça fait partie de la vie humaine. Des fois, de voir un bébé, de dire, oh, mais oui, mais il est trop mignon. Bah ouais, c'est OK. Sans tout le temps de dire, ah, j'ai loupé ma vie parce que j'ai pas eu d'enfant ou tout ce truc. Et c'est vrai que de rencontrer d'autres femmes qui ont aussi ces mêmes parcours et ces mêmes hauts et bas, bah, c'est hyper rassurant d'être ensemble, de dire, ouais, c'est totalement OK de ressentir ça et soyons douces aussi avec soi-même et puis ça va passer. Puis mettons cette énergie ailleurs et puis vive la vie, quoi. C'est trop ça. Comme dit ma psy, ouais, faut être doux avec nous, quoi. Ouais, de toujours se mettre la pression pour faire quelque chose et puis des fois s'oublier un peu soi, tu vois. Mmh. J'avais une discussion aussi avec quelqu'un qui justement essayait de surcompenser et du coup oublier de prendre soin de soi, de ralentir parce que tu te dis mais t'as la pression externe aussi qui dit mais alors si t'as pas d'enfant tu fais quoi? Tu fais quoi dans ta vie si t'as pas d'enfant? C'est une pression, je pense même ouais qu'on se met à soi-même des fois, Ouais, c'est dire bah oui si j'ai pas d'enfant bah c'est quoi mon gros projet de vie? Non, mais je l'ai Moi, ressenti aussi, je hein. prends aussi cet exemple des médias, typiquement. Les femmes qui sont médiatisées, c'est soit toutes des femmes qui ont eu des enfants, ou qui ont mené de front carrière et enfants, tu sais, la super-héroïne, ou alors celles qui ont pas d'enfants, c'est des grandes stars du cinéma, et on se pose pas trop la question. Les gens disent, bah non, elle a une carrière, elle a pas le temps d'avoir des enfants, Ouais, en fait, c'est de la soit t'es normalité. maman, soit t'es Ouais, mais carriériste. soit tu dois avoir un truc Ouais. géant dans ta vie, alors que non, tu peux juste être normal et vivre en Malais, dans ton petit appart, avoir ta vie et tes passions et tu vois, mais les passions aussi, c'est un truc, ouais, je pense qu'on voit trop vie de famille, profession et puis tout ce qui te fait vibrer autre, tu vois, Comme un passion, hobby à côté, amis, ouais. voyage, Ouais. c'est tellement minimisé. Ouais, ça, c'est toute Donc une différence de génération aussi. Je pense maintenant d'avoir aussi accès à plein de choses, d'avoir le choix. En fait, on ouvre la porte aussi à plein de trucs, de dire, OK, bah oui, avant, peut-être qu'on faisait des enfants parce que c'était logique de faire et que c'était peut-être pour s'occuper aussi, parce qu'il y avait pas aussi peut-être accès à tout ce qu'on a accès maintenant. Et maintenant, je dis, waouh, mais en fait, il y a tellement de trucs à faire. La vie, elle est incroyable, enfin, tout ce qu'on peut faire aussi. Et du coup, c'est cool de se sentir aussi libre à ce niveau-là, de dire, qu'est-ce que t'as envie de faire? OK, bah, j'ai envie de faire ça. Cool. OK, bah, let's go, quoi. On y va et puis on explore, on teste, on vit sans forcément en faire quelque chose, ouais, comme tu dis, soit une grosse carrière, soit ouais, ou faire quelque chose qui rapporte de ou l'argent faire quelque aussi, chose il y qui a ce rapporte truc. de l'argent, Je trouve exactement. surtout en Suisse, on a un peu cette mentalité Ouais, de tout ce que tu fais doit, à un moment donné, doit te rapporter de l'argent, sinon ça compte moins. ouais. Tu vois, genre, je fais beaucoup de sport, et genre j'investis des heures et des heures dans le sport, ça me rapporte rien, mais pour autant, ça m'apporte, bah, tout le bien-être et psychologique Ouais. et physique, machin. Mais du point de vue de cette société, en tout cas en Suisse, ça sera toujours moins que d'un truc qui te rapporte des sous. Mmh. Et Ouais, c'est moins je me valorisé, suis ouais. posé la question avec ce podcast aussi parce que ça fait j'ai une longue période de recherche d'emploi où j'avais dans l'idée de faire ce podcast, mais je me suis jamais lancée parce que je me suis dit ce serait de la perte de temps par rapport à la recherche d'emploi. Je dois trouver un emploi pour Mmh. me faire des sous et au final j'ai passé tellement de temps à rechercher d'emploi sans rien trouver que j'aurais pu très bien en parallèle lancer aussi mon podcast. Mais j'étais tellement obnubilée dans le truc de ce sera de la perte de temps parce que ce sera pas financièrement rentable, je gagne Mmh. rien là-dessus, que ouais, j'ai repoussé aussi à fond ça et que après ma crise existentielle de l'année dernière, je me suis dit mais en fait, je lance le truc puis on verra. Puis j'ai commencé avec un micro moisi comme je t'ai dit. Puis après je me suis dit zut quand même vu qu'il y avait de plus en plus de gens, je sais bon, Commencer à j'investis dans un investir, ouais. micro. Puis peut-être ça va encore changer, s'améliorer et tout, mais l'impulsion et ouais, lancer le truc, dire bon, je suis pas une pro, on verra, ça prend pas. Mais là, je peux déjà faire un bilan, de me dire les rencontres que ça m'a fait faire, et puis que ça va perdurer, Mmh. que ça continue ou pas, ça va faire perdurer dans les liens qu'on a créés, quoi, avec chaque personne. Ouais. Je crois que ça c'est gagné vraiment de mettre ça en avant. Puis du coup, j'admire vraiment, hein, parce que quand voilà,
de t'avoir contacté, alors que j'avais aussi ces idées, ces envies, mais moi ça m'a fait trop du bien de dire, bah tu vois, en fait tu peux commencer de zéro tranquille, enfin tu vois, dans cette pression de moi je voulais déjà acheter le gros micro méga cher tout de suite, enfin tout ce truc où tu vois j'attends que tout soit parfait pour lancer les trucs et du coup je fais jamais rien. Bah ça m'a aidé aussi de voir, bah ouais, tu vois, t'as commencé par un micro pourri comme tu m'as dit, puis après t'as investi, puis mais au moins t'as commencé. Et ça m'a foutu vraiment un déclic de dire, bah ouais, en fait c'est là où j'ai fait oui Lorraine, il faut commencer à quelque part comme tout. Et du coup, ça me fait du bien hein, de voir que c'est comme ça que ça marche. Je sais, tu sais, la théorie et la pratique, mais du coup, c'est trop génial. Moi, je suis hyper inspirée par les gens qui commencent leur projet par quelque part, comme toi, tu l'as fait. C'est hyper cool. Vraiment, c'est hyper cool. Et de lâcher ce truc, comme tu dis, de rentabilité ou de ce grand pourquoi et de juste me dire, mais en fait, t'as envie de le faire, bah fais-le. Ouais, c'est pour toi et tu sais que ça va aussi aider des personnes et que ça touchera quelqu'un à ton échelle, tu C'est vois? ça. C'est Ouais. comme, j'avais fait des projets artistiques aussi avec une certaine symbolique derrière. C'était tout un processus de me dire: «Je vais pas devenir une, star, connue, énorme, mais au moins si j'arrive à toucher des personnes à mon échelle et mon petit projet à la con qui peut-être il durera le temps de l'exposition». J'ai pu discuter avec 5-6 personnes qui sont venues visiter mon expo, puis ça m'a aussi apporté des discussions, des rencontres et tout. Puis après ça fait son petit bout de chemin. Puis maintenant c'est un peu une période, ça fait longtemps que c'est un peu fini, et ce projet, j'ai plus trop fait d'exposition ces 2 dernières années. Mais je me suis dit c'est un truc qui a été fait, puis j'ai peut-être lancé une graine qui a peut-être mûri ailleurs, tu vois. J'ai vendu 2-3 tableaux, dont plein que j'ai pas vendus, donc ils sont encore en stockage. En stockage un peu partout. Mais je me suis dit: «Bah oui», et puis tu lances le truc, puis ça vit à un certain moment, puis Ouais. on sait pas après. T'as peut-être mis une graine dans la tête de quelqu'un et puis tu sais pas C'est où, ça. puis Ouais, après puis tu lâches le si contrôle. tu gardes contact après, Ouais, même mais tu tu peux lâches le contrôle du résultat ouais. ou de l'objectif. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est en fait pour moi maintenant je me dis c'est honorer la vie qui circule. Genre t'as un élan d'un truc, t'as une envie, c'est honorer ça de le faire. Parce que sinon en fait à quoi bon vivre si c'est juste pour garder sous le couvercle de la casserole ou le garder en tête ou le garder dans un dossier classé là, posé là et puis tu le touches jamais. Enfin à quoi ça sert finalement l'expérience humaine si c'est pas pour expérimenter, explorer et ce truc, ouais, chacun son chemin, chacun ses envies et moi j'ai pas perdu du temps parce que j'ai quand même exploré plein de trucs, mais je me dis, bah, maintenant c'est le moment d'honorer ça. Dire, j'ai pas vécu tout ça pour rien non plus, j'ai envie d'en faire quelque chose. Bon, bah, faisons-le, sans attendre, que voilà, il y a de la rentabilité derrière, que ça réussisse ou pas, enfin, j'en sais rien, quoi, vraiment, d'arrêter d'attendre. Et je me dis: «C'est fou, je suis tombée malade pendant des années sans avoir eu ce déclic». Alors que j'ai rencontré des femmes, elles sont tombées malades, du jour au lendemain, elles ont changé, toute leur vie, elles ont réalisé tous leurs rêves, tout. Let's go, quoi, hop. Et je suis là: «Waouh, moi pas du tout». Du coup, ça te met une pression Et encore du en coup, ça m'a plus mis de cette dire: pression, «Ah ouais. mon Dieu, mais moi j'ai pas changé radicalement ma vie Ouais, alors mais qu'en t'as fait, pas j'ai fait plein de besoin». petits trucs aussi, Ouais. mais il y avait tout le temps cette pression du gros projet, du gros truc concret, comme tu dis, en fait, juste, pourquoi juste pas vivre la vie que t'as envie de vivre à ta manière, à ton image, et c'est OK. Puis comme tu as dit, tu as exploré tellement de choses, même si tu prends du recul et tu peux faire un bilan aussi de toutes ces choses que tu as expérimentées, tes voyages aussi qui t'ont apporté énormément. Ouais, c'est sûr. Et Et te dire, bah, ça fait partie de moi et puis ça va se représenter d'une quelconque manière, que ce soit à travers ce podcast, puis à travers les échanges que j'ai avec d'autres personnes. Et comme tu dis, moi j'adore, je me dis toujours un peu jardinière, je suis la semeuse de graines aussi, je plante les graines, tic, tic, tic. Et puis ça prend ou ça prend pas, ça fleurit ou exactement, ça ouais. fleurit pas. Et puis en fait, je lâche aussi un petit peu cette pression et ce contrôle de il faut vraiment en faire quelque chose. Bah, ça fera comme ça se fera au bon moment où ça se fait pas, et puis en fait c'est OK. Et puis me dire, bah, comme pour les enfants aussi, bah, la vie a fait que c'est comme ça, OK, bon, bah, maintenant je peux mettre où cette énergie? Bon, bah, j'aime quand même les enfants, du coup autant en faire quelque chose, puis ça sera comme ça, puis c'est OK. Mais des fois il y a un peu quand même cette pression inconsciente de dire: «Attends, mais j'ai 30 ans, je fais du babysitting parce que j'ai pas mes propres enfants». Et tu vois, je m'autocritique un petit peu des fois, il y a un peu cet auto-jugement intérieur de dire: «Ah, ben c'est bizarre, c'est pas normal, enfin t'es pas dans le même rythme que tout le monde». Et je trouve des fois c'est dur de se battre avec ça. En tout cas, moi des fois j'ai de la peine quand je commence à écouter ce dialogue intérieur, et des fois je tombe un petit peu dans son piège de dire: «Ah ouais, c'est vrai, c'est trop bizarre. Attends, mais t'as 30 ans, t'as presque», des fois je suis plus proche de l'âge des
parents chez qui je vais, tu as gardé les enfants que les enfants. Ah ouais. Et du coup, tu sais, ça met un Ouais. peu cette pression de dire, mais attends, c'est qui l'adulte dans l'histoire? Alors qu'on a presque le même âge, et puis de la maman qui a ses enfants. Et du coup, ouais, ça met un peu de nouveau cette pression de rythme inconscient de dire, ah, c'est trop bizarre. Et des fois, ouais, je tombe un peu dans ce piège et du coup, je rentre chez moi, puis ça me met un peu pas bien aussi, tu vois, de me dire ça. Puis après, bah, j'essaie de me reprendre en main, de dire, mais en fait, non, ça veut rien dire, en fait. Ouais, Ta vie, elle est comme faut ça. oser aussi. Ouais, c'est là que tu te dis aussi, c'est bien de garder le contact. T'envoyer un petit message, tu dis hey, comment ça va? Pour faire sortir des spirales mentales. Je sais que c'est difficile aussi. Ouais, de pas Et puis tu croire te à dis ce mais dialogue. j'ai peur de déranger ou moi j'ai souvent ça aussi, tu vois, quand je pars dans mes trucs, je me dis bah je vais pas appeler juste pour dire quoi, pour me plaindre, pour dire oh j'ai des spirales mentales, je me sens pas bien et tout. Puis j'ai appris petit à petit à faire ça en fait, de faire ce pas de reach out. Si tu dis j'envoie un petit message, à 2-3 personnes, peut-être il y a un qui me répond, 5 minutes appel, ah, comment ça va, ça te change Ouais, les idées, juste puis pour ça te sortir, sort ouais. un peu. Mais moi j'ai dû apprendre à faire ça aussi, mais c'est hyper bénéfique. Tu vois, la première fois, enfin, tu vois, bah, j'ai commencé un peu l'année passée, tu vois, avant de voir ma psy début de cette année. En fait, je me sentais pas légitime parce que je me disais mais tout va bien dans ma vie et pourtant je fais des crises d'angoisse et tout, donc j'ai appelé le 147. Puis là, c'est des bénévoles qui te répondent. Puis c'est ce type après qui m'a dit mais vous devriez avoir quelqu'un de professionnel, qui m'a fait dire ah ouais, ce mec inconnu au téléphone bénévole m'a donné la légitimité de nous voir, enfin d'aller prendre contact avec une psy, de demander à l'aide, parce que je pense n'importe qui de mes amis ou de ma famille m'aurait aussi dit d'aller voir quelqu'un. Je me sentais pas assez légitime, tu vois. Et puis j'avais peur aussi de déranger, ouais, de déranger. Alors maintenant je vois une psy, mais j'ai aussi fait ce chemin de me rendre compte que j'ai des amis qui sont là pour moi, la famille qui est là pour moi, ils sont aussi là dans ces moments où ça va un peu moins bien. Et je me suis rendu compte vraiment que c'était hyper, ouais, que ça me faisait vraiment du bien, même 5 minutes d'appel, même pour prendre des nouvelles ou parler de la pluie du beau temps, juste pour changer les idées. Tout ça pour dire que bah maintenant voilà, on crée des liens et tout, et que bah hésite pas si t'as des moments justement de spirale un peu négative où tu te remets en question, où tu te mets la pression. Ouais, Envoie un de petit contacter message, les autres. tu te dis ah salut comment ça va, si jamais t'as 5 minutes pour un appel, pour plaisir de Oui, non, alors des t'entendre, fois, je tac le fais, puis c'est tac. vrai que en fait, à chaque fois que je tombe un peu là-dedans, je me reconnecte à toutes ces femmes que j'admire aussi, qui ont aussi une vie, on va dire, décalée, et qui, à chaque fois, je me redis ça, de dire, en fait, c'est ok, c'est cool, c'est normal, en fait, de Mhm. ressentir ça, et puis on arrête de se juger, parce que ça veut rien dire, en fait. Et ça m'aide à fond, tu vois, comme tu dis, d'écrire de toute façon un D'éviter message. de tout remettre en question, Ouais. de faire une crise Mais c'est que dans ces existentielle. moments, Ouais. c'est aussi légitime de se poser la question, mais en fait, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je me mets cette pression de dire, ouais, j'ai l'impression d'avoir 30 ans et de ressembler encore à une nana tu sais, comme si j'étais encore à mes 20 ans, et de dire, mais tu sais, je sais pas si ça te fait ce truc aussi j'ai envie de ressembler à ces mamans, putain, elles ont presque le même âge que moi, 35 ans, enfin, je sais pas, elles respirent le truc de maman, tu sais? Alors qu'on a presque le même âge, et puis moi, je dis, je me Ouais. sens pas du tout dans cette énergie de maman ou de carriériste, tu sais, à bien m'habiller, de ressembler à cette femme adulte, tu vois? Je sais Ouais, pas, des fois, ça me fait ça, par moment. ouais, enfin, moi j'ai eu aussi, je me suis dit, mais tu vois, ça aurait été plus facile que je parte pas, bah typiquement, j'ai fait des études de graphisme et d'art, donc c'est déjà un truc que t'es un peu en dehors de la société, c'est dur de trouver du taf là-dedans, donc tu pars pas gagnant. Je me suis dit, bah j'aurais dû partir dans un apprentissage de coiffeuse, tu vois, il y en aura toujours besoin, tu vois. Toi, tu as Après, je me de suis dit, travailler mais des ça aurait coiffeuses. été plus facile de vouloir des enfants, parce que j'aurais pu aussi faire mère au foyer, tu vois. Et puis avoir ma petite vie, puis être contente d'être mère, et puis, ben non, c'est pas ce que je veux. Puis, ben voilà. Puis pourtant, je crée ma vie, et puis voilà. On n'est pas non plus en retard sur les gens qui ont cette vie Ouais, c'est ça conventionnelle. que j'essaie de me dire. Il y a Il pas de faut un peu rythme. prendre le switch et puis se dire, on a beaucoup mis d'énergie dans d'autres choses et on va continuer à mettre toute cette Ouais. énergie dans d'autres choses. Et je pense que ça se fera aussi avec le temps et peut-être pendant notre trentaine on aura le revers de la médaille positive où là, il y aura peut-être de nouveau de la comparaison qui va revenir, mais positive, tu vois, dans le sens, Ouais. ouais, après, je dis ça, je pense que c'est toujours Non, bien mais de tu vois, jamais se comparer, de mais je rencontrer des pense gens qu'il y a qui se aussi le, ressemblent,
ça aide. Enfin, Ouais, pour moi, c'est clairement, hyper ouais. rassurant, ça, en fait, il faudrait faire un podcast pour les marginaux, tu vois. Justement, mais Ouais, c'est parce que clair. déjà, d'avoir une vie différente, tu vois, comme tu dis, on est peut-être un peu moins ou c'est un peu plus caché. Et du coup, c'est comme si on était tous un peu cachés là dans notre cave en mode je me sens bizarre, je me sens différent parce que je ressemble pas à monsieur madame tout le monde ou j'ai pas ce rythme comme la plupart des gens. Et en fait, c'est de mettre en contact ces gens-là ensemble. Enfin, c'est créer, comme tu dis, ce réseau Mmh. de personnes qui ont un chemin différent, un peu cette vie d'artiste. Ça a tellement été aussi dénigré un peu la vie d'artiste, tu sais, comment on dit justement quelle vie Ouais, d'artiste. ouais. Et j'ai l'impression, et moi maintenant, t'as en fait d'assumer aussi de plus en plus, de faire partie, on va dire, de ces chemins de vie décalés, différentes, d'avoir c'est un peu ces étiquettes d'hypersensible, neurodivergente aussi, de dire ok, en fait déjà je fonctionne différemment, je ressens les choses aussi un petit peu différemment. D'assumer de plus en plus ça fait que je rencontre de plus en plus des gens qui ont aussi ces traits-là, qui ont aussi ce fonctionnement-là. Je fais oh mais trop bien. Mmh. Ah mais en fait je suis pas seule, je suis pas folle et c'est normal et c'est légitime de ressentir tout ça. Et moi c'est en train de me faire tellement du bien, mais j'ai l'impression que ça fait 30 ans en fait que j'essaie de me conformer à un système ou à un moule qui en fait est pas du tout le mien. Et en fait, Mmh. je me prends des grosses claques ces derniers temps, tu vois, de mettre ça en lumière, de dire waouh, mais ça fait 30 ans que j'essaie de ressembler à ces gens-là et en fait à souffrir dans mon coin parce que du coup je me suis beaucoup remise en question en disant c'est moi le problème, enfin voilà, parce que beaucoup on m'a dit mon ex-copain disant mais t'es dépressive, il faut te faire aider, nanana. Puis du coup je vais me faire aider, mais la nana elle me dit, enfin les psys que j'ai rencontrés m'ont dit non Laurel c'est pas de la dépression, enfin c'est pas du tout ça, non c'est plutôt ok il y a des symptômes, enfin un syndrome un peu on va dire de neurodivergence ou des comme ça qui fait que tu fonctionnes différemment, t'as un langage différemment, une sensibilité différente, qui fait que voilà en fait il y a toujours un petit peu ce décalage aussi avec les codes sociaux. Et je là ah ok du coup je suis pas dépressive, je suis pas folle. Et en fait d'avoir juste mis ça en lumière, de mettre des mots, ça m'a permis de rencontrer des personnes comme moi. Mmh. Comme si avant je les voyais pas parce que je me sentais pas dans cette case, j'aime pas le mot case, mais dans ce fonctionnement-là ou dans cette sensibilité-là. Et maintenant je rencontre un peu les autres artistes, on va dire. Dire ah mais coucou, moi aussi je suis une artiste. Ah moi aussi je suis une artiste. Ah mais trop bien. Puis du coup c'est hyper rassurant et validant. Tu vas te dire ah ouais d'accord ok. Je vais pas finir chez les fous finalement. On est plusieurs à avoir des vies différentes, à fonctionner différemment, à avoir ce genre de pensée, à avoir cette manière-là de voir la vie, de concevoir en fait les choses et de ouais et c'est hyper cool. Franchement moi c'est en train de me sauver la vie en ce moment parce que aussi j'ai eu tellement de crises existentielles, d'envie de suicide, de dire mais en fait je suis pas faite pour ce monde ou en fait la vie va être trop dure si je choisis ce chemin différent qui ressemble pas à la plupart. Je dis mais est-ce que j'ai l'énergie en fait de vivre cette vie différemment dans un contexte autant cadré, tu sais. Et je suis là ah non en fait ça va, on est plusieurs. Je suis pas seule et en fait la vie elle peut être méga cool aussi à ce niveau-là, dans ce sens-là et ces chemins Mmh. différents peuvent aussi être incroyables. Et est-ce qu'on peut pas juste assumer ça et dire que et légitimiser ça et du coup en faire quelque chose. D'où C'est comme ça la création, et c'est ça déjà ouais. maintenant j'accepte OK maintenant on va créer des choses parce que je me sens légitime de fonctionner comme ça, d'être OK comme ça sans être le vilain petit canard de ma famille parce que c'est moi qui ai un problème. Ouais, du coup, ça a ouvert aussi plein de pistes et je trouve que le sujet de la santé mentale, c'est aussi un gros sujet À à explorer aussi, explorer, à en faire des podcasts aussi, à en parler, à mettre ça en lumière parce que on est, je pense, des milliers à vivre ça, à se poser toutes ces questions et à avoir des vies aussi complètement décalées. Et c'est cool de pouvoir nous mettre en contact, de pouvoir créer ces réseaux. Moi, j'ai l'impression d'avoir cherché ma communauté depuis 30 ans et de me dire « Oh, je suis en train de découvrir en fait ». ouais, petit à petit, étape par Vers quelle étape. communauté j'ai envie d'aller, vers qui j'ai envie d'aller et de me faire des nouvelles copines, des nouveaux copains avec qui on a le même langage et qu'on partage des trucs, tu vois. Bah, trop bien. Que de bonnes perspectives pour 2026, Et je la pense. suite, et ouais, sans lâcher. Parce qu'on met trop de pression avec ce 2026. Ouais, Pam, de pam. la suite, quoi. Les prochaines années. J'ai Ouais. l'impression de dire ça chaque année. Ouais, l'année prochaine, c'est Et la bonne. puis,
Puis ouais, à retenir, bon, l'importance de se faire un réseau et puis de prendre soin de soi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Tu te fais de temps en temps un massage ou des trucs comme ça, un peu. Tu vas de temps en temps au spa ou c'est quoi ton petit plaisir que t'aimes bien t'octroyer pour justement te faire redescendre un peu cette pression de productivité, pression de tout, de la maladie aussi. Est-ce que t'as trouvé des choses que t'aimais Ouais, pour clairement. peut-être décompresser un peu de C'est la vrai de vie, dire quoi. de faire ça pour décompresser, alors que j'ai l'impression que il faut faire ça pour simplement vivre aussi. Oui, alors Tu vois, c'est c'est ça. clair, c'est clair. Mais c'est hyper important aussi de le Ouais. dire, de dire, bah, en fait, le sport, c'est pas que juste pour décompresser, c'est aussi parce que ça fait du bien, parce qu'en fait, c'est censé être une activité complètement légitime et normale de faire. Et souvent, les gens, ils font des hobbies pour décompresser de leur Ouais, travail, pour, tu vois, décompresser, de ce truc ouais. pour se vider la tête. Mais non, en fait, c'est censé être une hygiène de vie aussi. Et bah moi, tous mes petits trucs que j'ai découverts ces dernières années qui me font du bien, bah c'est clairement bah aller marcher, les randos, tout ça, être en nature, ça c'est vraiment devenu ma ressource. Et un truc auquel je me suis beaucoup connectée ces dernières années et qui m'a reconnectée à mon enfance, que j'avais mis complètement ça de côté, pour moi c'est la danse. La danse est devenue ma thérapie. J'ai fait de la danse depuis petite, mais j'ai essayé plein de trucs, tu vois, du classique. Enfin, j'ai fait des trucs un peu chorés, tu sais, à apprendre. Et en fait, là, ce qui m'a ressourcée ces dernières années, c'est de me reconnecter, bah, en fait, juste à la danse libre. Ça, OK. c'est mon outil thérapeutique, c'est juste de danser. Donc t'en fais toute seule ou bien tu fais en cours? Alors, je fais toute seule dans ma chambre quand j'ai besoin, je mets de la musique, je me défoule, et puis sinon, ben, vraiment, ce qui est en train de venir de plus en plus à la mode, c'est les ecstatic dance. Je sais pas si t'as entendu parler, Non. mais justement, en fait, c'est des soirées de danse libre. En fait, c'est comme si t'allais en boîte, mais sans alcool, sans drogue, sans ce truc de drague ou de lien à l'autre. En fait, tu vas, tu danses et tu rentres chez toi. Ou tu peux connecter avec les autres. En fait, tu fais ce que tu veux. C'est justement le but, c'est un peu de danse libre. Et puis c'est souvent bah de la musique électro. Enfin voilà, il y a des DJ qui mettent leur style de musique, ils mettent plein de trucs. En fait, c'est un défouloir. Tu viens danser, tu viens vivre ce que tu as besoin de vivre sur l'instant. Et enfin, je fais ça du coup. Et ça, pour moi, Trop bien, c'est mon truc. extatique. Ecstatic dance, ouais. OK. Il y a de plus en plus, ça arrive gentiment en Valais. Il y a pas encore beaucoup en Valais, mais du coup côté Lausanne, Vevey, enfin voilà, côté canton de Vaud, il y a beaucoup plus d'ouverture à ce niveau-là. OK, sympa comme Et comme idée d'activité aussi. Moi, je ouais, connais puis en pas fait, du c'est là tout, que je ouais. découvre plein de gens qui parlent le même langage que moi, qui est dans cette authenticité, cette liberté de juste, bah, ouais, viens, on se défoule, on danse, c'est hyper cool. Moi, franchement, c'est vraiment ce qui m'a aidée ces dernières années et c'est un truc que je suis en train d'explorer encore plus. Et du coup, moi, je fais des ateliers de yoga du rire une fois par mois. Je me suis aussi formée là-dedans parce que j'avais trop besoin de me reconnecter à ma joie. Donc là, tu donnes des ateliers? Ouais. Ah! Du coup, je fais du yoga du rire. Enfin, je fais plein de petits trucs à côté, tu sais. Excellent. Mais parce que j'en avais marre j'avais l'impression d'avoir perdu mon rire aussi, ma joie, enfin, avec tous ces trucs sérieux de la maladie et tout ça. Puis un jour, j'ai vu yoga du rire. Je suis là, bon, je vais essayer. Je suis sortie de là, je suis là, waouh, mon Dieu, c'est trop bien, je vais trop faire ça. Et du coup, là, ça fait quoi, 1 année et demie que j'anime des ateliers de yoga du rire. Et ouais, et là, la même chose, bah, en fait, au début, on danse, je mets de la musique, on se défoule, voilà, on décompresse, on rigole, on se tape des barres, on médite un peu à la fin pour se relâcher, enfin, se détendre un peu. Puis voilà, puis moi, c'est vraiment mes soupapes. Ah, excellent, mais t'es investi dans plein de trucs, à gauche Ouais, à bah, droite. tu sais que j'ai quand même la chance d'avoir le temps, Ouais. malgré, enfin voilà, c'est pas moi qui ai vraiment décidé d'avoir ce temps-là comme ça, mais c'est d'en faire quelque chose parce que finalement la vie, elle est hyper passionnante et j'adore explorer tout ça, tester des trucs. Parce que rester toute seule dans ma chambre, c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est pas très sain non plus. Du coup, j'essaye. Et juste, ouais, de lâcher ce truc sérieux aussi. Des fois, on se prend trop la tête. Tout le monde a tout ce truc d'objectifs, de résultats, de performance, de productivité, de trucs de coincé, d'adultes aussi, de oh là là. Et ça, les enfants m'ont permis aussi à lâcher ça. Et le yoga du rire m'a permis aussi à apprendre à lâcher ça et à mettre un peu de légèreté dans la vie humaine. Et je crois qu'on en a vraiment tous besoin. Je fais ça un peu consciemment aussi. C'est ma manière de poser les petites graines aussi, Ouais. comme je peux, puisque j'aime beaucoup la psychoéducation aussi, de comprendre ce qui se passe dans le corps et qu'est-ce que le rire vient amener, enfin, comment respirer. Enfin, voilà, il y a tout ce côté un peu psychoéducation que j'adore amener aussi. Du coup, t'es la bienvenue. Bah, je me réjouis, merci beaucoup. Ouais, je crois que t'as tout dit. Enfin, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou alors un message à faire passer. Peut-être que ce podcast voyagera je ne sais où. Mais c'est vrai que le message de fond, finalement, c'est ce truc de réseau, quoi. Se mettre en lien, trouver des gens avec qui parler le même langage, ouvrir le sujet sur tout.
Moi, avec moi, on peut parler de tout. J'adore parler de tout. Et c'est un truc qu'on me dit souvent. Je dis, ah, mais avec toi, on peut vraiment parler de tout. On peut parler pipi caca, on peut parler de la mort, on peut parler de la vie, enfin, on peut parler tellement de trucs. Et je trouve ça trop important. Arrêtons, tu sais, de se mettre des barrières, de trucs, de tabous, de gêne, de honte. Au final, on est tous des humains sur la même planète. On essaie de faire de notre mieux pour vivre cette expérience humaine le mieux possible pour chacun. Du coup, est-ce qu'on pourrait juste arrêter de faire genre et juste la vivre la plus simplement possible entre nous? Et ce truc un peu monde de bisounours, mais aimons-nous les uns les autres, merde. Et on vit tous des galères, on vit tous des trucs compliqués. Et justement, essayons de faire de notre mieux pour aller mieux et puis d'être en lien avec les autres pour s'entraider, se soutenir. Et... Ouais, faire du bien à notre échelle aussi, ça. planter ses graines. Trop bien. Jardinier, plantons des graines. Mais ouais, j'aime bien cette métaphore. Bah, merci pour tout. Mais merci à toi vraiment pour l'opportunité, c'est hyper cool. Ça me donne envie de faire de concrétiser ça aussi, d'être de l'autre côté du micro. Je trouve ça hyper cool. Merci à toi en tout cas. Conclusion, merci pour tout et puis à tout bientôt. À tout bientôt et puis ouais, on reste en contact et on puis reste continue, en contact et vraiment, tout de bon d'ici là quoi. Et puis on se revoit. Puis pour toi aussi ouais, de continuer ce projet parce que je pense que c'est un sujet super important à continuer de mettre en lumière et d'en discuter avec d'autres femmes parce que je pense qu'il y a tellement de situations enrichissantes à découvrir. Du coup, c'est cool ce que tu fais. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. Un grand merci à Lorraine pour son témoignage précieux. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le commenter, à laisser un avis et à partager le podcast autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ni mère ni moins.